Hey, jeune fougueux, petite nouveauté. À la fin de l'épisode, maintenant, à partir de cette hors-série numéro 2, on fera un petit quiz. On a ressorti une vieille boîte de jeux qu'on a retrouvée. Et on se fera un petit duel. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. On va vous expliquer un peu tout ça. Faites-vous votre score. À la fin de la saison, postez-nous tout ça. Nous, on va désigner un vainqueur. Et si ça marche bien, pourquoi pas utiliser un système de quiz pour vous faire gagner des prix. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。 Hello tout le monde, bienvenue dans le hors-série numéro 2 du podcast de l'après-séance. Aujourd'hui, on parle pas de films en particulier, mais de plein de films en général, et un peu de toutes nos expériences cinématographiques diverses et variées au cours de notre vie. On va pas faire 8 heures de podcast, rassurez-vous. Non, 7h30. On a prévu une petite liste avant, on a déjà travaillé dessus, histoire que on aille un peu à l'essentiel. Mais voilà, on va vous partager un peu ce que c'est le cinéma pour nous, nos coups de cœur, ce genre, les films qu'on adore, les genres qu'on adore. On va faire des tops, les gens aiment bien ça. Ouais, voilà. Donc c'est parti. C'est parti. Parlons cinéma. Yes. Donc ça sera aujourd'hui pas de cinéma asiatique. Ouais, on s'est mis un peu ça, histoire de pas reparler de films qu'on a ou on va parler dans le podcast. Donc dans les tops, dans tous les tops qu'on va sortir, il y aura aucun film asiatique, ouais, même si c'est compliqué parce qu'au final, il y a dans le top normalement il y en a un peu de tout ça. Donc c'est ça. Là il y aura pas. Il y a eu un peu de déchirement, tu vois, de celui-là, il rentre pas dans nos Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de cinéma en général et ça va être chill comme d'hab et puis on va kiffer. Ouais. C'est parti. Tu commences, je te pose le premier thème. Ouais, vas-y. Bah, on va commencer simple. C'est quoi le cinéma pour toi ? Le cinéma, pour moi, je pense que le premier truc qui me vient en tête, c'est le partage. Ok. Parce que très tôt, ça a toujours été quelque chose qu'on a partagé en famille. Mm-hmm. Le fait de voir des films toute seule, c'est arrivé assez tard. Et donc de discuter après des séances du film avec mes parents, mes grands-parents, ce genre de choses. Et après, je dirais, c'est vraiment de découvrir et de ressentir, d'avoir vraiment de l'empathie pour des personnages qui n'existent pas ou qui ont existé, qui sont éloignés de moi, et donc de découvrir plein de choses comme ça. Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est vraiment ces deux trucs. Et la découverte et l'empathie, c'est pour moi un peu en lien avec plein d'autres styles artistiques comme la littérature, la musique, ce genre de choses. Mais cool. Voilà. Et toi ? Moi, ça va pas. Oui, du partage, oui. On a regardé beaucoup ça en famille, mais on va dire que niveau partage chez moi, c'était un peu compliqué parce que quand toi tu essayes de faire découvrir des films à ta famille et que en fait toutes les 30 secondes t'en as un ou une qui se lève pour aller servir un verre d'eau, faire la vaisselle, trier le linge, dormir. C'est un peu compliqué. Donc on va dire, pour moi, le cinéma, avant tout, c'est une échappatoire. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a permis aussi de me centrer sur moi-même. Parce que on va dire que je suis quelqu'un de très introverti en temps normal, même encore aujourd'hui. Oui. Et moi, j'aime beaucoup rester dans ma bulle, rester dans mon coin, à faire ce que j'aime. Donc j'aimais faire beaucoup de choses, dont le ciné, regarder des films, lire des mangas, dessiner. Donc j'avais une grosse bulle, une énorme bulle. Et ouais, c'est un moyen pour moi de m'évader et de me créer un imaginaire en fait. Ah ouais. C'est comme ça que j'ai pu me créer des histoires dans ma tête, inventer des choses. J'ai toujours été curieux de ce qui était la photographie dans les films. Raconter une histoire depuis très jeune. Ouais, c'était une source d'inspiration en fait. Complètement. Et en fait, j'ai découvert un monde. Moi, je connaissais le monde quand t'es enfant, où t'allais à l'école, tu rentrais, t'allais jouer au foot dehors, tu rentrais, tu jouais à tes vieux jeux vidéo de l'époque sur la NES et la Mega Drive. Mais du moment que j'ai mis la main sur le cinéma, ça a été quelque chose de très fort chez moi. Et ça m'a permis, en fait, de m'évader, tout simplement. Et de kiffer jusqu'à aujourd'hui encore. Et c'est ça. Viva le cinéma. Non, puis ça fait ressentir plein d'émotions, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est se faire peur, se faire
s'émouvoir devant des situations tristes ou belles, avoir de l'espoir, au contraire de la colère et donc non, c'est ou justement juste kiffer de chiller devant un film et c'est infini en fait pour moi tout ce qu'on peut ressentir devant un film en fonction de son état. C'est clair, et c'est infini, et puis t'en découvres tous les jours. Ouais, c'est ça. Même encore 38 ans après, tu continues à apprécier ça et à rentrer dans de nouvelles émotions, dans de nouvelles histoires, c'est énorme quoi, le cinéma, c'est juste incroyable. C'est ça. Et donc pour rester sur la lignée, comment t'es rentré dedans toi ? Comment je suis rentré dedans ? C'est quoi c'est compliqué parce que on va dire que très très tôt on a eu des VHS. Ouais. Oui, on est vieux. On a enregistré beaucoup de choses à la télé, mais moi on va dire mes premières curiosités, mes premiers souvenirs, on va dire que c'était les films du dimanche soir. Ouais. On avait un rituel, c'était donc après le repas. Après avoir pris notre douche, après s'être brossé les dents, on regardait le début du film jusqu'à la première pub. Et après on allait se coucher. Donc on n'avait jamais la fin des films. C'est horrible. C'est complètement horrible, c'est les premiers souvenirs que j'ai. Mais quelque part, ça m'a permis, entre guillemets, de commencer à m'intéresser au cinéma en fait. Ouais. J'ai pu découvrir, on va dire... tout ce qui passe à l'époque, dans les années 90, c'était souvent des films d'action le dimanche soir ou des comédies romantiques ou des trucs comme ça. Et on avait l'avantage, on les enregistrait. Donc on regardait la première partie et on les regardait plus tard, soit dans la semaine, soit souvent le week-end. Et quand c'était des films pour nous, quand c'était des films un peu trop violents, on n'avait pas trop le droit. Même si... si vous aviez regardé le début. Hein? Même si vous aviez regardé le début. Même si on regardait le début, mais après ça dépendait. Enfin, c'est assez flou, tu vois. Mais moi, j'ai vraiment le souvenir de regarder les premières parties de films et de les découvrir plus tard dans la semaine. Donc en fait, si c'était un film qui te hypait, je sais pas moi, on va dire c'est un retour à la futur, par exemple. Tu découvres la première demi-heure, vas après tes parents disent allez c'est bon, c'est l'heure, demain t'as école, va te coucher. Et là, toi, t'es en transe, tu dis, waouh, putain, je veux regarder la fin. Et t'attendais le week-end d'après pour continuer le film. Et t'avais un espèce de teaser. Plus, quoi. Tu vois, un peu élargi. Voilà, t'as vu le début du film, tu l'aimes bien, maintenant tu vas attendre une semaine. C'est ça. C'était un peu horrible, mais bon, c'était comme ça. Après, je veux dire, quand tu connais que ça, c'est pas genre. Moi, je sais que pour le coup, on avait vraiment des gros cérémoniales dans ma famille au niveau du cinéma. Donc c'était vraiment donc la plupart du temps c'était des choses qu'on enregistrait ou pas, mais sinon on pouvait regarder des films où il y avait des coupures pub. La plupart du temps on était sur des films type France 2 ou des choses comme ça, donc il n'y avait pas de pub à l'époque. Je sais même pas s'il y en a encore maintenant. Des pubs entre les films parce qu'il y en avait sur les chaînes privées TF1 et M6, mais je sais pas, sur les chaînes publiques il me semblait qu'il n'y en avait pas à l'époque. Moi j'avais souvenir il y a quelques années, parce que nous on regarde plus du tout la télé. Il y avait même des fois 2 pubs, 3 pubs dans chaque sur les film. Privés, il y en avait 2 à 3, c'était horrible. Je sais pas, honnêtement aujourd'hui j'en ai aucune idée. Et donc on était tous dans le noir, on parlait pas, donc on regardait forcément le film jusqu'à la fin, même si on n'aimait pas. Voilà, on mangeait pas, donc tu vois, moi la découverte du popcorn au cinéma c'est avec toi. Non, franchement, donc c'était bien parce que ça m'a permis d'apprendre à vraiment apprécier un film, c'est-à-dire de pas regarder un film en faisant 50 trucs en même temps. Et en même temps, on avait aussi peu de choix, on va dire, sur ce qu'on regardait. Donc mon père avait une très très grosse vidéothèque, c'est-à-dire qu'il enregistrait beaucoup de films, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui n'étaient pas pour nous quand j'étais enfant. Et on avait quelques films pour nous, mais après on avait on va dire un stock assez... massif. En fait, on avait suffisamment de stock pour quand même avoir de quoi faire et pas poncer une VHS 1 million de fois. Mais en même temps, on habitait à Notre-Dame-de-Londres. Si tu veux, le premier vidéoclub, il était à 45 minutes. Ouais. Donc, c'était pas le truc où on se disait, tiens, j'ai envie de regarder ce film-là ce soir, on va le regarder ou on va aller le chercher. S'il passait pas à la télé ou si on l'avait pas en cassette, on pouvait pas le voir, quoi. Donc, c'était un peu... mais voilà. Après, pour le coup, on avait quand même beaucoup de choix et ça m'a permis aussi de découvrir des choses que je pense j'aurais pas découvertes autrement, en fait. Ouais. Toi, t'as eu, on va dire entre guillemets, cette chance-là. Moi, j'étais obligé de
de m'aventurer sur certains sentiers, parce que sinon j'étais vraiment limité aux films populaires, aux blockbusters et aux films du dimanche soir en fait. Ouais, moi j'avais un peu le côté inverse, c'est-à-dire que les films populaires, les blockbusters, j'en avais très peu. Et après on avait beaucoup de très bons films ou de que soit j'ai regardé un peu plus tard, soit après moi j'ai la chance aussi d'avoir eu des parents justement où moi quand je disais tiens il y a ça qui passe qui m'intéresse, je veux le voir. Donc ils me l'ont enregistré, ils connaissaient pas forcément. D'ailleurs heureusement parce que sinon j'aurais jamais découvert Akira à 8 ans ou des trucs comme ça. Et sur quoi je voulais venir, oui en gros on va dire j'ai une curiosité énorme et grâce à ça j'ai pu m'aventurer en engrainant mes parents, tiens je vais regarder ça, ou alors des fois je faisais acheter des cassettes vidéo aux marchands de journaux complètement obscurs avec les films hongkongais tout ça à l'époque. Donc on va dire heureusement que j'étais curieux, sinon j'aurais été cantonné au film grand public en fait. Ok, moi pour le coup tu vois ce qui est bizarre c'est que j'ai pas de souvenir d'avoir beaucoup réclamé de nouveaux films. Donc il y en avait que j'avais envie de voir, des choses comme ça. Après j'en demandais régulièrement pour Noël et mon anniversaire pour en avoir dès qu'on n'avait pas. Mais j'ai l'impression que j'ai pas eu de manque en fait de me dire j'en ai besoin de nouveau, des choses comme ça. J'avais plus envie de découvrir ceux qu'on avait que j'avais pas le droit de voir. Donc pour le coup, mes parents étaient très stricts sur les âges, donc ils avaient vu les films avant et ils nous disaient si on avait le droit de les voir ou pas. Et après il y avait aussi beaucoup chez mes grands-parents où donc jeunes, tous les Noëls on allait chez mes grands-parents. Il y avait vraiment aussi pareil un peu le cérémonial de on s'installe tous, on regarde, donc mon grand-père nous enregistrait des cassettes et des cassettes de dessins animés type Tex Avery, La Panthère Rose et tout. Ça aussi j'avais. Après on a poncé les Charlie Chaplin, les Marx Brothers, des trucs comme ça. Mais par exemple on a regardé très peu de Disney chez mes grands-parents. On a regardé chez mes parents, j'en ai regardé beaucoup plus, mais tu vois chez mes grands-parents on n'en mettait quasiment jamais quoi. Ok et non mais par contre j'ai découvert plein de films que j'aurais jamais regardé, je pense, si c'était pas déjà. Ça venait de toi ou... pas forcément parce que ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a plein de vieux films que j'ai vus grâce justement à mes grands-parents, parce qu'en fait en gros ils nous disaient ce soir on regarde ça. Donc soit si t'as pas envie de regarder tu vas dans ta chambre, soit si justement t'as envie de découvrir un peu et que t'es un peu curieux et que t'as envie de regarder la télé, tu regardais et tu découvres un film que je pense que j'aurais jamais vu ou très tard parce que je l'aurais vu je pense maintenant en sachant que c'est des classiques et que j'aurais eu envie de les voir. Mais je pense que oui à 15-16 ans il y avait peu de gens de ma classe qui avaient vu autant de Hitchcock, de films avec Marilyn Monroe, des choses comme ça quoi. On va dire des diversités complètement différentes. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien, parce que moi j'ai pas eu entre guillemets cette chance-là. J'ai on va dire les grands classiques des années 70, 60. Je les ai découverts, on va dire un peu sur le tard. Ce qui m'a permis, on va dire dans mes jeunes années, de découvrir justement autre chose. Donc, en fait, on a chacun un chemin différent. C'est marrant. Mais après, tu vois, il y a plein de classiques plus ou moins récents que j'ai jamais vus parce que soit mes parents les avaient pas. Par opportunité ou parce qu'ils aimaient pas les films et donc ils les ont jamais enregistrés ou parce que les fois où justement j'étais chez mes grands-parents on l'a pas regardé, mes grands-parents ont pu les voir avec des cousins ou des cousines à d'autres moments et donc il y a plein de classiques que j'ai jamais vus en fait. Tu m'avais fait une petite liste, c'est vrai que oui il y a plein de trucs où je suis vraiment en retard quoi, parce que pour le coup, je les avais pas. Soit c'était des films que j'avais pas le droit de voir jeune, donc on va dire que jusqu'à mes 16 ans, j'étais chez mes parents, donc je regardais ce que j'avais le droit de regarder chez eux, quoi. Sachant que c'était à l'époque, il y avait pas une télé par chambre, c'était une télé dans le salon, donc les films du soir étaient toujours partagés, donc il fallait toujours qu'il y ait quelque chose qui soit en commun avec tout le monde. Et après, le lycée, j'étais à l'internat, donc pareil, on n'avait pas le droit aux films violents, aux films d'horreur et tout, c'était interdit. En plus on avait des couvre-feux si tu veux, donc on pouvait pas se dire on met un film qui finit à minuit ou un film de 3 heures, c'était 1h30 max quoi. Et 1h30 ou 1h50 quoi, tu vois, mais il fallait que 21h30 22 ça soit terminé quoi. Et après j'ai commencé effectivement
quand j'étais à la fac, à aller au cinéma regarder des films que je choisissais justement moi, et à louer des films. Où là, j'ai effectivement avec ma sœur, on a bien poncé le vidéoclub. Ah, les vidéoclubs. Ouais. Ça manque. Hein. C'est clair. Ça manque vraiment. Ouais. Moi, j'avais l'avantage, c'est que les vidéoclubs, j'étais ça, c'était dès que j'ai eu mon permis, on va dire, à 18 ans. Moi, je suis parti chez mes parents, j'avais 21 ans. À l'âge de 18 ans, dès que j'ai eu mon permis, j'ai eu ma voiture. J'avais l'avantage, mon père, il me passait la carte, il me dit vas-y, va choisir le film, moi j'ai la flemme. Et du coup, moi j'étais le maître, c'était Cinébanque, je me rappelle. T'étais le roi du monde. Ah, j'étais le roi, je pouvais prendre ce que je voulais. Et j'avais l'avantage, c'est que à 18 ans, t'as déjà t'as soif de cinéma, t'as soif de découverte. C'est ça. Donc toutes les nouveautés, tout ce que je voulais voir, moi je les prenais. Et je faisais découvrir, une fois sur deux, ça s'endormait devant, mais moi j'étais heureux parce que je découvrais des choses. Et puis t'avais le choix, c'était vraiment toi qui étais décisionnaire. C'est moi qui choisissais, c'est moi qui choisissais. Après, on va dire que j'ai essayé de me mettre dans ma bulle en famille, parce que regarder un film en famille, c'est jamais facile chez moi, parce que c'est, tu vois, le côté cérémonial, moi j'adore ça, tu vois, le côté où t'éteins la lumière, personne bouge, personne respire, et on regarde le film puis point barre, jusqu'à la fin du générique. Alors moi, pas bouger, c'est compliqué, parce que mon corps il veut pas, mais ouais, de pas se lever, de pas parler, juste ça, quoi, tu vois. C'est un truc aussi où tu sais avec qui tu veux rester ami ou pas, en fait. C'est celui qui parle pendant un film, tu fais non, tant pis pour toi. Non, moi j'étais bercé entre ma mère qui faisait la vaisselle et mon père qui ronflait. Ouais. Donc elle est sur l'ordi. Voilà. Donc c'était pas mal. Bon, après, on va dire que moi j'ai eu la chance d'avoir mon petit DVD portable. Donc j'étais dans ma chambre, je mettais tout ce que je louais, j'étais content, puis j'en bouffais. Puis voilà, c'est vrai que la grosse cinéphilie s'est fait avec les vidéoclubs. Ouais, puis d'avoir cette démarche de je sais pas ce que je veux regarder, je vais voir ce qu'il y a et je cherche dans ce qu'il y a. Ah, puis c'était intense quand tu cherchais, c'était genre waouh, attends, tu pouvais y passer des heures. Tu pouvais passer des heures parce que c'était genre comme aujourd'hui, tu t'imagines devant Netflix, ça soit genre un film, tu mets des fois une demi-heure à dire qu'est-ce que je vais regarder, En vidéoclub, c'était décuplé, t'étais devant, tu te dis putain, il y a ça, je veux voir, je peux pas tout prendre parce qu'en fait, il faut que j'en prenne qu'un pour ce soir. Et tu te dis, il y a celui-là qui est sorti, j'aimerais bien le voir. Mais si je le prends pas là, et je veux le prendre la semaine prochaine, mais que quelqu'un l'a pris, je peux pas le regarder. Donc c'était cornélien comme choix. Et puis t'avais vraiment le côté aussi des espaces où t'avais des genres, tu vois, différents. Donc c'était vraiment, t'avais une allée avec tous les films comédie et comédie romantique et tout. Puis après tu passais une allée et là t'avais le côté un peu plus horreur. Donc c'était l'allée où voilà, comment dire, t'étais en mode pas furtif, tu vois, mais genre c'est un peu l'interdit, tu vois, c'est le nouveau. Non, c'était la bonne époque. La bonne époque. Maintenant, on a les plateformes. C'est ça. On a plus le plaisir d'aller chiller dans les vidéoclubs et puis. C'est ça. De passer des heures à lire les jaquettes. Ah, j'avoue, c'est ça, les jaquettes. Ah, oui, c'est pas comme aujourd'hui. C'est pas genre, tiens, celui-là m'intéresse. Ah, je peux regarder la bande-annonce. Je regarde la bande-annonce ou alors je regarde sur le téléphone vite fait sur YouTube. Non, c'était à la jaquette. Ouais, c'est ça. Donc tu regardais déjà si le titre était sympa, si tu reconnaissais un acteur ou une actrice qui était dedans. Après le bouche à oreille aussi. Ouais. Le bouche à oreille, tu dis tiens, j'ai entendu parler de ce petit film là, c'est pas mal et tout. Tu le vois en vidéoclub, tu dis il est là, que je le prends. Tu fais des découvertes comme ça. Non, c'est déjà adoré. Mais en fait, tu vois, je me rends compte là que en fait, je suis pas sûre d'avoir beaucoup échangé cinéma avec autant de copains et copines. C'est-à-dire que y a beaucoup de séries, j'ai beaucoup partagé au collège ou au lycée, même après, sur les séries télé. Et j'ai l'impression que le cinéma, vachement moins, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quelques films où, effectivement, c'était genre, est-ce que t'allais voir le Seven, les trucs comme ça qui étaient sortis. Mais j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup... Tu vois, tu disais, dans la cour de récré, justement, les gens ont parlé de ça, donc en gros, faut que tu les vu, et donc tu faisais tout pour le voir, pour pouvoir après discuter. En fait, moi, j'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de discussions comme ça. Okay. Alors que par contre, sur les séries, vachement plus. Tu as la trilogie du samedi soir, c'était c'était la conversation du lundi, quoi. C'était tout le monde, nous aussi. Mais ouais, c'était vrai. Mais après, c'est vrai que nous, c'était surtout sur les, on va dire les films populaires de l'époque. Tu sais, les gros blockbusters, tout le monde parlait, donc dans la cour, ça parlait un peu de ça.
Donc oui, tu tordais un peu l'oreille pour savoir ce qui se passait, mais c'est vrai que les séries, quand tu reparlais du lundi avec Buffy ou tout ça, les épisodes où c'est raconté, c'était. Mais ouais, c'est ça. Moi, pour le coup, je pense que peut-être aussi il y en avait beaucoup qui parlaient de films que mes parents avaient pas, type Le Père Noël est une ordure, des choses comme ça. Je les ai vus super tard parce que en fait, mes parents les avaient pas. Donc après j'ai peut-être aussi complètement décroché des conversations où je m'en souviens pas parce que j'avais pas participé en fait dedans. Bref, on pourra en parler 2 heures de ça. C'est la bonne époque, on va dire, découverte du cinéma. Next. Yes. De quoi, qu'est-ce qu'on parle après? Ah, le premier souvenir cinématographique. Alors, moi c'est Le Roi Lion. Premier souvenir. Okay. J'ai demandé quand même à mes parents si on était allé voir un film avant. Donc ma mère se souvient pas et mon père m'a pas répondu. Okay. Donc je ne sais pas si on a vu d'autres choses avant. Tu te fies à ton. Donc je me fie à mon souvenir. Donc ce n'est pas forcément le premier film que j'ai vu au cinéma, mais en tout cas mon premier souvenir. Et c'était une séance magique et complètement what the fuck. Alors je crois qu'on était à Montpellier et en fait ils ont. Donc à l'époque, c'était pas Covid-friendly, ni, tu vois, genre normes de sécurité en cas d'incendie. Ouais. Et ils ont dû mettre, je sais pas, une vingtaine ou une quarantaine de places supplémentaires. En fait, ils ont vendu beaucoup plus de places que prévu. Donc on était, mais tous par terre, en fait. Donc il y avait tous ceux qui avaient des sièges, plus les strapontins. À l'époque, il y avait des strapontins dans les cinés. Plus on était tous sur les marches par terre. Donc avec ma sœur, on était par terre sur les marches de l'escalier. C'était blindé. Et en même temps, j'ai souvenir d'avoir pleuré comme pas possible à la mort de Mufasa. Spoil. Voilà, je suis désolée, elle a 94 quand même le film. Ouais. Et voilà, et après, pareil, d'avoir kiffé le film, c'est un de mes dessins animés préférés. C'est d'avoir vraiment eu une super expérience quand j'ai vu le film et que en même temps. En fait, au début de la séance, tu vois, j'étais pas très bien parce qu'il y avait trop de monde, c'était bruyant et tout. Et en fait, je sais pas, quand le film a commencé, j'ai complètement oublié dans les conditions dans lesquelles j'étais. Bulle. Et je me suis mis dans ma bulle, j'ai kiffé le film et voilà. Donc 1994, Le Roi Lion. Le Roi Lion. T'avais 9 ans. 9 ans, ouais. Ok. Et moi, c'était Jurassic Park. Ok. En 93, j'avais 8 ans, avec mes parents. C'est là que j'ai découvert la magie du cinéma en fait. Ouais. De toute façon, tonton Spielberg, il nous a fait rêver avec ce film. Ouais, c'est clair. Il a mis la barre très haut. On va pas représenter Jurassic Park, mais puis à 8 ans, forcément, il y a les enfants adorent les dinosaures. C'est ça. Jouer avec les petits dinos. C'est clair. Et c'était une séance magique pour moi. Et pourtant à 8 ans, j'avais 8 ans, puis quand je me rends compte aujourd'hui qu'à 8 ans, j'ai encore ce souvenir-là. Ouais. D'être dans la salle, et puis pour le coup c'était pas une salle blindée, tu vois, j'avais souvenir c'était pas blindé, et quand j'étais avec mes parents là-bas, c'était c'était incroyable, c'est un de mes meilleurs souvenirs cinématographiques parce que d'une, j'étais avec mes parents, de deux, je découvrais un univers qui était pas palpable pour moi, un univers complètement magique, majestueux. Et non, Jurassic Park, ça m'a. En même temps, ouais. Mais beaucoup de cinéphiles aujourd'hui. Ah oui, c'est. Jurassic Park aujourd'hui, c'est considéré comme. C'est un classique de la pop culture. Ouais. Et puis même un grand film en général. Et non, moi c'est ça. J'avais 8 ans et à 8 ans, je me suis rendu compte que au cinéma, en fait, tu pouvais voir énormément de choses. Que le cinéma pouvait te proposer des expériences et que le cinéma pouvait te faire rêver aussi. Et t'as pu en parler à tes parents un peu de ce que t'avais ressenti justement pendant la séance, ou tu t'en rends compte a posteriori quoi? Alors là, comme ça, je te dirais pas du tout, mais je sais pas si. Je pense pas, parce que tu sais comment on est dans la famille, on parle pas trop de sentiments, tu vois. On parle pas trop en temps normal, et donc quand c'est pour parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on a vécu, c'est niette, tu vois, ça n'existe pas chez nous, ça n'existe pas. Mais moi ça me dérangeait pas parce que tu vis là-dedans, tu as l'habitude. Moi je suis introverti, moi je rentre chez moi, je vais me coucher le soir, j'ai des étoiles plein les yeux quoi. C'est là que je me suis dit waouh, j'ai
je rentre dans un univers là, je rentre dans quelque chose qui va me poursuivre toute ma vie. J'avais envie de m'envoyer un message au moi du futur en me disant mec, rappelle-toi de ce moment magique là, tu vois. Et ouais, non, Jurassic Park. Okay. Voilà, tonton Spilou. Ouais, Jurassic Park, j'ai un grand souvenir du film aussi, mais c'était dans un contexte complètement différent. Donc pour le coup, à sa sortie, il était interdit de moins de 10 ans. Moi, mes parents nous avaient dit, bon, 10 c'est un peu short, donc c'était 11 ou 12, je crois, qu'ils nous avaient demandé. Et en fait, on était à l'anniversaire d'un voisin qui était un ami de mon petit frère, et donc ils invitaient généralement toute la fratrie à chaque fois, donc moi j'étais venue aussi. Et ils avaient mis le film. Et donc moi j'étais un peu en mode genre, mais on n'a pas le droit, j'ai pas le droit et tout. Donc mon frère a rien à foutre. Ouais, trop bien, regarde Jurassic Park. Et en fait j'ai adoré, quoi, tu vois. J'ai souvenir d'avoir quand même, où pareil, t'avais plein d'enfants, t'avais plein de bruit, tout, plein d'enfants qui étaient justement pas du tout dans le cérémonial du film. Ça m'est arrivé plein de fois, ça. Ouais, j'en ai vécu en famille aussi, comme ça, avec les cousins, cousines, les frères et sœurs. Tu regardes des films, toi, t'es là, c'est ton kiff, t'es dans ton monde, et puis t'as tout le monde autour, ils en ont rien à taper, et puis ils font tout et n'importe quoi, et puis toi, t'essaies de rester dans ta bulle, t'essaies de rester concentré dans ton univers. C'est ça. Ah ouais, non, je vois ce que quand tu, recommande un film, tu proposes, c'est toi qui décides du film, tu vois, alors celui-là il est trop bien et tout, j'ai kiffé, c'est un super film, et là tu les vois, ils commencent à parler, ou tu sens qu'ils sont pas du tout dedans et qu'ils aiment pas du tout, t'es là, bon, d'accord. Ok, la prochaine fois je fermerai ma gueule. Ça, la prochaine fois je partagerai rien. Ouais, c'est ce que j'ai fait après aussi, hein. Quand tu commences à partager des choses et que les gens rentrent pas dedans, tu te dis, mais pourquoi partager? Je vais faire l'égoïste, je garde tout pour moi. En fait, c'est pas une question d'égoïsme. Moi, je pense que c'est plus aussi pour ta propre expérience aussi. Ouais. Parce que des fois, tu peux être dans un mauvais contexte de visionnage et le film, tu le prends d'une mauvaise façon. Ouais. Et des fois, tu peux rester sur, je sais pas moi, sur un film que, par exemple, je sais pas, un exemple comme ça, un film que t'as regardé il y a 10 ans en famille avec des amis ou je sais pas quoi, il y a personne qui a aimé, toi, t'as essayé de rentrer dedans, t'as pas réussi parce qu'autour de toi, ça chahutait, ça machin. Donc toi, finalement, le film, tu l'oublies ou alors tu le détestes. Et 10 ans après, tu dis, tiens, je vais le remater quand même. Puis là, finalement, tu te prends une claque, tu te dis, waouh. En fait, le film, il est trop bien. Et en fait, le contexte de visionnage est ultra important. Et c'est pour ça que je me suis très vite mis dans ma bulle et j'ai commencé à taxer une télé pour l'avoir dans ma chambre. Et là, je pouvais faire ce que je voulais, ce que je voulais et kiffer tout ce que je pouvais. Regarder le film dans les conditions que toi tu veux. Que je voulais, et que dans ma petite cérémonie. C'est ça. Et non, c'était voilà, c'était la première expérience cinématographique et c'était vraiment incroyable pour nous. Ouais, carrément. Mais tu vois, par exemple pour Le Roi Lion, j'ai souvenir d'avoir été à côté de ma sœur, mais je me souviens plus du tout de où étaient mes parents. Je pense pas que mon frère était là parce qu'il était plus jeune, donc je pense qu'ils l'avaient pas amené. Mais s'il était là, je me souviens plus. Et je te dis, j'ai que souvenir de moi dans l'escalier, ma sœur à côté de moi, et c'est tout, quoi. Ouais. Et donc, je sais pas comment je suis allée au cinéma, je sais pas comment je suis revenue. Mais même si c'est route, ça fait des bons souvenirs, quoi. Ouais, carrément. Mais tu vois, moi j'ai fait une autre séance de cinéma où en fait, il faisait hyper chaud dans la salle et tout. Et pour le coup, moi, le film, je l'ai subi. C'était Batman Begins. Et le premier visionnage, j'ai détesté parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de sortir, prendre un truc frais à boire. Et parce que j'avais chaud, j'en pouvais plus, j'arrivais pas à respirer. Et donc c'était long, j'avais qu'une seule envie, c'est que ça se termine pour que je puisse sortir. Et en fait, on l'a revu ensemble et j'ai kiffé, mais c'était juste que la première fois, dans les conditions dans lesquelles j'étais, c'était pas possible, j'arrivais pas à me concentrer et à rentrer dans le film. Le contexte c'est important. Ouais. Mais voilà, ça c'est un débat, ça on peut en parler 2 heures, ça, c'est vrai que. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Top 3 de genres préférés. Ah, les genres préférés. Les genres préférés. Ah, ok. On fait comment? On balance pas les... Tu t'es fixé à combien? 3, c'est ça? Alors, moi, j'ai mis 3 genres. Et pareil. Après, on avait discuté, tu avais dit qu'on mettait des exemples de films. Ouais. Donc, je savais pas combien tu voulais mettre d'exemples. Donc, j'ai mis 3 exemples par genre. Ouais, moi, en général, j'ai énuméré, tu vois, pour donner un peu une idée du genre que j'aime bien. Ouais. Donc on fait quoi? On fait un genre chacun? On fait un petit tennis? On se renvoie la balle? Bah vas-y, commence. C'était match? Alors ton premier genre préféré, c'est le quoi? Drame. Waouh, ok. Exemple de drame. Alors ce que j'ai mis moi dedans, il y a Monster, The Magdalene Sisters, Thelma et Louise. Après il y en a plein que j'ai mis aussi après dans d'autres listes, mais
The Three Billboards. Three Billboards. Ouais. Merci, parce que j'ai un peu fait yaourter. Ouais, après plein de films comme ça, un peu... ouais. Le drame, ouais. Que ce soit des tirés d'histoires vraies ou pas. Voilà. À moi ? À toi. Bon, je vais faire simple. Hein. Je vais reprendre un peu le hors-série numéro 1, donc l'horreur. Ouais. Ouais, l'horreur, c'est un truc qui m'a longtemps suivi. J'ai beaucoup adoré ce genre-là étant jeune. Après, comme on l'a dit, on l'avait un peu décroché parce que toi, t'étais un peu frileuse. Et moi, j'avais un peu abandonné. Et puis surtout que le cinéma horrifique dans les années 2000, il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais. Enfin, pour moi, c'est purement subjectif. Hein. Il y avait très peu de choses qui m'intéressaient, tu sais, de revoir des reboots, de voir des suites, tout ça. Ça m'intéressait plus. Et puis, il y avait moins le côté loufoque que j'aimais bien à l'époque. Donc, avec les Peter Jackson et Sam Raimi, comme j'ai dit dans leur série. Donc, allez écouter leur série 1, comme ça, vous allez avoir un peu plus de contexte. Mais ouais, le genre horreur, c'est un genre que j'aime bien. En fait, ce que j'adore dans le genre horrifique, c'est le petit frisson que t'as dans le film, tu vois. Ouais. Le côté où, quand tu le lances, tu t'es déjà en stress. Tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais voir là? Je sais pas. Et cette petite adrénaline-là, j'ai toujours adoré, même si souvent j'ai eu très peur, tu vois, surtout quand t'es gamin, dans ton adolescence. Ça me faisait flipper, mais j'adorais me mettre dans ces conditions-là pour regarder ce genre de film-là. Et donc ouais, bah le genre horrifique que j'aime bien en général, c'est comme je l'avais dit, hein, c'est les Evil Dead, c'est The Thing, très haut dans le top. C'est Massacre à la tronçonneuse, le premier de Tobe Hooper. C'est les Peter Jackson, complètement loufoque à l'époque, avec les Bad Taste et les Brain Dead, qui étaient vraiment sanglants et puis complètement starbés. Et aujourd'hui encore, ce qu'ils appellent le elevated horror, que j'arrive toujours pas à comprendre ce terme. Elevated horror? Ouais. Genre l'horreur élevée? Ouais, c'est ça. C'est un terme qui, pour moi, c'est un terme comme le wokisme qui veut rien dire en fait. Ok, d'accord. Et j'arrive pas à comprendre ce genre-là. J'ai essayé de comprendre à gauche, à droite, mais c'est quoi la plupart des personnes disent que finalement c'est un terme qui a ni queue ni tête. En gros, c'est les genres de films qu'aujourd'hui, comme Hérédité, comme The Witch, tu sais, un peu les trucs... genre un peu plus intellectuel, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime pas ça parce que pour moi, l'horreur, c'est l'horreur, quoi. Il y a pas de hyper élitiste, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a pas d'horreur au-dessus, il y a pas d'horreur en dessous. Moi, je mets tout dans le même panier. Si j'aime bien. Si j'aime pas, bah, c'est pas grave. Oui, et puis après, tu peux avoir des sous-genres que tu vas aimer ou pas, mais... je vais pas intellectualiser un film d'horreur alors que moi, je prends ce qu'il me propose. Ouais. Ça, c'est un débat, tu vois, mais ouais, voilà. Donc... Ouais, parce que tu vois, pour moi, pour le coup, Hérédité ou The Witch... pour moi ils sont pas plus intellectuels, c'est juste qu'ils sont c'est un genre horrifique différent. Ouais, c'est un genre horrifique différent, c'est beaucoup moins graphique, et c'est beaucoup plus sur la tension et le c'est une façon de faire différente. C'est un genre dans genre un peu malsain qui va te prendre, tu vois, où tu vas attendre que ça ça prend du temps à se mettre en place, ça prend du temps aussi à ce que tu trouves les informations pour pouvoir un peu te libérer de la tension. Mais c'est pas non, c'est des propositions aujourd'hui, c'est des réalisateurs et des artistes aujourd'hui qui proposent des choses différentes, ou alors ils sont très doués et ils font des très belles choses, mais ça veut pas dire que les autres sont pourris. Bah exactement. Donc ouais, voilà, moi mon premier genre que j'aime bien, c'est, on va dire, l'horreur. Ouais. Et toi, le deuxième? Mon deuxième, c'est les thrillers, sans grande surprise pour toi. Même pour vous, je pense, parce que je recommande beaucoup de choses comme ça. Moi, je pense que les premiers thrillers que j'ai regardés, ou du moins films un peu dans ce genre-là, ça a été les Hitchcock. On a regardé beaucoup, parce que ça c'était aussi un genre un peu de prédilection de ma mère, donc les enquêtes, les choses comme ça, donc j'en ai beaucoup regardé ado. Et voilà. Donc moi, ce que j'ai mis dans un peu les films qui m'ont marqué plus ou moins récemment, il y a Gone Girl, Le Silence des agneaux et Prisoners. Voilà. Donc c'est les trois voilà, les trois films qui m'ont marqué, du moins que j'ai eu là en tête tout de suite quand j'ai voulu faire ma liste sur les thrillers. Là, c'est vraiment ceux qui reviennent le plus souvent. Qui reviennent le plus souvent, et je pense que c'est ceux où j'ai toujours envie de les revoir, même si c'est pas forcément dit que j'ai vu beaucoup, mais voilà, que j'aime beaucoup regarder et qui m'ont bien retourné le cerveau. Très bien. Voilà. Et ton deuxième?
Moi, mon deuxième, la SF. Ouais. J'adore la science-fiction. Ça me fait voyager, ça me fait rêver, ça me fait développer mon imaginaire. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai noté, que j'aime bien, enfin, pareil, qui me revient à chaque fois que je pense à la SF. Forcément, Alien. Ouais. Terminator. Ouais. Blade Runner. Ouais. Et encore récemment, j'ai découvert un grand film de science-fiction qui manquait à ma cinéphilie. C'est Bienvenue à Gattaca. Ah oui, tu l'as vu. Je l'ai vu il y a très très peu de temps. Ok. Moi je l'ai vu il y a super longtemps pour le coup, mais. Je crois que c'est quand je suis arrivé au Québec. Ouais. Donc il y a 1 an et demi. J'ai découvert, j'ai pris une claque. Ok. C'est incroyable. Ouais, donc voilà ce genre de film. Après, je vais mettre forcément les Nolan que j'aime bien. Ouais, carrément. Inception, Interstellar. Ouais, je sais, c'est simple, mais c'est efficace. Et ouais, donc du coup, pareil, Blade Runner, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu il y a pas très longtemps, justement, que j'ai beaucoup aimé. Et toujours de Villeneuve aussi, comme les films comme Premier Contact, que j'ai adoré. Il est aussi dans mon... ouais, donc la SF, c'est large, c'est vaste, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de... Même un film comme... comment ça s'appelait à l'époque, Soleil Vert. Ouais. Soleil Vert, c'était incroyable. Celui-là, je l'ai vu en cours et je voyais toute ma classe qui était complètement en dehors du film, quoi. Et moi, je suis rentrée dedans j'aimerais bien le revoir d'ailleurs, c'était incroyable comme film. En fait, c'est un vieux film, donc effectivement, tu sens que visuellement, l'image a vieilli. Alors en plus, nous, on avait regardé ça sur une petite télé, tu vois. Mais c'est le contexte, en fait. Mais le sujet du film, il est... quand t'es un peu sensible à ce qui se passe autour de toi, je pense que tu sois jeune, ado ou vieux, ça t'impacte quand même. Ouais, c'est ça. Ça t'impacte. Et puis, c'est l'ASF. Moi, justement, ce que j'aime bien, c'est que ça me fait réfléchir sur notre monde, sur nos vies. Ouais. Et c'est un genre que j'adore particulièrement. Donc, je pourrais en citer plein d'autres. Ouais. Là, j'en ai pas d'autres en tête. J'ai cité un peu ce qui était, on va dire, évident. Donc l'ASF pour moi en deuxième. Et en troisième pour toi? Moi je te rejoins un peu. Alors moi j'ai mis SF fantastique dystopie, donc notamment plus la dystopie. Donc pour si je me trompe pas, mais en gros pour faire la différence, tout ce qui est science-fiction, ça va être des choses extraordinaires qui vont arriver, donc qui sont basées sur des compétences techniques, donc aller dans l'espace par exemple, ou des voitures qui volent. Le fantastique, ça va être basé sur des événements paranormaux. Et la dystopie, c'est vraiment un monde dans lequel on peut vivre. C'est-à-dire que c'est vraiment un monde, ça peut être notre monde, mais juste il y a un sujet, il y a un contexte, que ce soit géopolitique, économique, social, qui va rendre le monde complètement différent. Et donc moi, dans la dystopie, et donc j'ai mis les fils de l'homme, pardon. Ouais. Je sais jamais où était le singulier et le pluriel. De Sam Mendes. Ouais. Non, c'est pas Sam Mendes. Non, c'est pas lui. Et quand tu me dis ça, j'ai dit oui, mais en fait non. C'est un nom espagnol. Mais... Iñárritu. Non. Non plus. Je sais plus, pardon. En plus, je me suis dit, je l'ai vu le titre et je me suis dit, je vais pas avoir besoin de donner le nom du réalisateur. Et si Alfonso Cuarón. Ah. Voilà. Désolé pour... J'ai un accent espagnol aussi pourri que coréen, chinois et japonais. Désolé, j'ai sorti tout ce qui était hispanique. Après, j'ai mis Auprès de moi toujours. Ça a été un film qui m'a bouleversé, clairement. Alors ça, c'est un plus vieux film. C'est un film que j'ai pas revu depuis longtemps, mais qui, pareil, a marqué un peu ma cinéphilie dans le monde un peu fantastique. C'est Strange Days. Oui. Donc, je pense que si je le revois aujourd'hui, pour moi, j'y verrais aussi plein de défauts et tout. Ouais, on l'a revu il y a... Ouais, il y a pas longtemps. Et il y a plein de trucs. Quelques années. Ouais. Et je l'ai trouvé très bien quand je l'ai revu. Mais tu vois, je veux dire, peut-être qu'en le revoyant, il y aura peut-être plus des choses techniques ou des choses comme ça que je verrai. Et pour le coup, moi, je trouve l'idée du monde dans lequel ils sont, tu vois, un peu... malsain, et tu vois, le côté où genre t'as des avancées technologiques qui peuvent t'aider à faire des choses et en même temps le revers de la médaille il est horrible, quoi. Tu devrais regarder Existence. Ouais, tu vois, c'est ce que je te disais sur le hors-sérien, c'est un des films par exemple que ça j'ai vu le pitch et il m'a donné envie, mais pendant des années, et tout le monde m'a dit celui-là il est horrible, c'est horrible, machin et tout, et donc j'ai toujours eu du mal à me mettre dedans, et comme
Bah, tu connais ma mère, hein, c'est les films qui font peur, non merci, la violence gratuite. C'est alors, ça. Non, mais je veux dire Steven Seagal qui défonce des coudes, y a pas de souci. Oui. Mais ouais. voilà, tu vois. Et donc, je l'ai jamais regardé parce qu'après, soit c'était pareil, je l'avais pas l'opportunité, je l'avais pas. Il était pas au vidéoclub ou des choses comme ça, et donc. Je vais te le faire regarder un jour. Ouais. Mais il faut être prêt, il faut aimer le body horror quand même. Ouais, on mettra Aladdin derrière, c'est pas grave. Mais ouais, tu vois, ouais. Et par exemple, sur des films un peu plus blockbuster et tout, mais tout ce qui est New York 1992, je crois, Los Angeles 2046 et tout, ça c'est des films où en fait, ça me faisait kiffer, quoi. J'adorais ces films-là, tu vois, où vraiment c'est... en plus, il y a le côté, baston, action et tout, mais en même temps, le petit film, tu vois, où il y a des trucs qui existent pas dans notre monde et... La société, elle évolue comment si... Un futur proche, ouais, en fait. voilà, c'est ça. Bon, même si là, ils sont dépassés. Là, on a dépassé la date. Hein. C'est comme Retour à le futur. On est pas encore, mais... C'est comme Retour à le futur, j'entends toujours les voitures volantes. C'est clair. Et les Nike qui ça. Et donc, toi, ton troisième ? Mon troisième, c'est pas vraiment un genre. Ouais. Enfin, je sais pas. T'as triché. Sais pas. Non, j'ai pas triché, c'est... Ouais. Non, on va dire que c'est les huis clos. Ouais, ok. J'aime beaucoup les films en huis clos. Je crois savoir un des films que tu as mis dedans. Dis-moi. The Man from Earth. Ouais, il en fait partie. Le petit film bien sympa. Mais oui, j'ai mis... Enfin, forcément, il y a ça dedans. Mais après, moi, c'est surtout des films comme 12 hommes en colère. Ouais. Comme Les 8 salopards de Tarantino. Ouais. Réservoir Dogs. Ouais, c'est un huis clos. Moi, je le considère comme un huis clos. Il y a pas... Tout le film est pas un huis clos, mais une grosse majorité, oui. Donc, je pense que ça marche pour moi. Je sais pas c'est quoi le pourcentage du film pour qu'il soit considéré comme un huis clos, quoi. Je sais pas, mais de toute façon, dans Reservoir Dogs, il y a que l'intro, la scène du début, l'intro où ils sont dans le restaurant. Ouais, quand ils et après, il y a quelques scènes avec Tim Ross qui sont à l'extérieur, parce que t'as des flashbacks, des choses comme ça, mais justement, c'est très court. Moi, je le considère comme ouais, ça me va. Bon, si ça convient pas aux gens, c'est pas grave. Moi, ça reste quand même un très bon film pour moi. Oui, ça, je suis d'accord aussi. Et donc après, des films, par exemple, comme Buried. Oh oui, Buried, moi j'ai adoré ce film. Il est excellent. Et pour le coup, tu vois, quand on l'a revu une deuxième fois, donc on l'a vu au cinéma, pour mettre le contexte, donc je pense que on a été tous les deux sous le choc. Ouais. Surtout le retour. Ouais. Je sais pas si on en a parlé ou si on a eu besoin d'un temps de... Je sais pas, mais de toute façon, ça, c'est une phobie, ça, pour moi. Ouais, mais pareil, c'est horrible. Pour beaucoup de personnes, je pense. Quand t'es vivant, je pense que... Et donc, de savoir la fin, quand on l'a revu, ça a enlevé zéro tension. Ouais. Parce que je me suis dit, c'est le genre de film où, en fait, tu le vois qu'une fois. Et c'est fini, ouais. Et en fait, non. Clairement... non, la tension est là du début. La tension, elle est là du début à la fin, et... Tu la ressens, puis t'es en stress tout le temps. De toute façon, le fait de rien voir, juste de voir... Ouais. La flamme d'un briquet, la lumière d'une lampe, 4 planches. Voilà, c'est bon, ça me suffit. Hein. C'est comme même la scène dans Kill Bill. Hein, juste cette scène-là c'est clair. m'a mis mal à l'aise parce que c'est pas. Et non, après le huis clos, c'est un genre que j'aime beaucoup. Ça peut être très casse-gueule. Ouais. Parce que ça peut vite tourner en rond. Tu peux vite perdre le spectateur parce que si c'est mal écrit, si c'est mal tissé, mal amené, tu peux voir les ficelles et puis tu peux t'ennuyer très vite et tu peux vite décrocher et puis tu peux détester ça carrément, quoi. Le truc, c'est que comme t'as pas de possibilité d'utiliser un environnement différent pour faire des choses particulières à tes personnages, tu te retrouves à pouvoir être bloqué sur les possibilités de ton décor mais si t'as des personnages qui sont bien écrits et qui sont très complexes, tu fais des choses de fou. Hein. Voilà. Si t'arrives à faire un huis clos, on va dire, dans un endroit assez espacé, avec beaucoup de personnages, style Les 8 salopards, il suffit de savoir écrire des dialogues. Tarantino, il le fait très bien. Il est très fort pour écrire des dialogues complètement anodins, mais qui te font rentrer dans chaque personnage et puis t'as envie d'être avec eux, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je reviens sur Reservoir Dogs, la scène du début où ils parlent juste des pourboires. Moi, je suis avec eux. C'est clair. Moi, je suis avec eux. Ils font un débat sur le pourboire. Va faire un débat sur le pourboire, toi. Tout le monde se fait chier. Surtout pour ouvrir un film. Ouais. C'est-à-dire que, pourtant, moi, je trouve que c'est quelque chose qui marche très bien de commencer sur des scènes très anodines, en fait, pour montrer le quotidien, mais il faut que ça soit bien écrit. Sinon, et Tarantino le fait bien. Puis dans Les 8 salopards, c'est un film qui me tient en haleine tout le long parce que les personnages sont bien caractérisés.
Les dialogues sont bien écrits, t'as des va-et-vient entre chaque personnage, t'as des comment dire, des scènes où tu vas juste voir deux personnes qui vont comploter et ainsi de suite. Contrairement à, par exemple, à un film comme Misery. Ouais. Un film comme Misery, t'as que deux personnages dans un chalet. C'est un huis clos. Ouais. Mais le film, il te tient tout le long parce que voilà, c'est bien écrit, c'est bien amené, les personnages sont incroyables. Ah, ils sont horribles. Alors moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai lu le roman de Stephen King plusieurs fois. Et pareil, hein, j'ai beau connaître ce qui se passe. Et Misery, tu tournes les pages à une vitesse. Parce que Misery, le film est incroyable. Il est incroyable. Donc le huis clos, après, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de merde. Là, je pourrais pas en dire. Mais en général, j'aime beaucoup ça. Puis moi, voilà, 12 hommes en colère, c'est voilà quoi. Ouais, c'est le coup du panier et puis. Ouais. Donc voilà, le huis clos. Je sais pas si c'est vraiment un genre lui-même, mais. Je sais pas, mais on s'en fout. On va dire que oui. Moi, on va dire que là, le 20 novembre 2023, oui, c'est un genre. Je définis tel quel. Voilà, c'est bon, ça va. Et ok, c'est bon. Donc voilà, c'était mon troisième genre. Très bien. Donc là, on va passer au The Top. The Top. Top of the Top. Top of the Top. D'ailleurs, on aurait peut-être dû le mettre à la fin. Ouais, c'est vrai. C'est quoi tes 3 meilleurs films aujourd'hui, parce que je pense que comme on a dit plusieurs fois dans ce podcast, des fois ça se bat un peu. Ça varie, ça change, selon l'humeur. Ouais. Mais on va dire, c'était pas facile. Mais j'ai choisi 3 films et je suis resté à 3. Okay. J'en ai pas mis de 4e, j'ai pas mis d'ex-aequo. Voilà, il faut les 3 là. Est-ce qu'ils sont dans un ordre ? Je vais dire que non, même si le premier, je pense qu'il va rester premier. Ok. Donc je vais commencer, forcément, j'en ai parlé il y a 30 secondes, avec 12 hommes en colère, de Sidney Lumet. Ok, je m'en doutais. Voilà, 12 hommes en colère, c'est mon film préféré de tous les temps. Ouais, il est excellent. Je suis très contente que tu me l'aies montré, celui-là. Et ouais, c'est un film que j'ai vu je sais pas combien de fois. Je le trouve tellement incroyable et est-ce que j'ai besoin d'en parler ? Je pense pas. Je pense qu'il est assez connu dans son genre. Si vous connaissez pas, foncez le voir. Ouais. C'est un grand film. C'est un film de procès. 12 hommes en colère dans une salle où ils délibèrent sur un meurtre. Ouais. Et c'est juste. C'est excellent. C'est magnifique. Donc je continue sur les. Ouais, vas-y, fais les 3 et vas-y. Après, il y a plus d'ordre, on va dire. Ok. Mais je vais partir sur Terminator 2 de James Cameron. Ok. Donc film de SF. Ouais. James Cameron, pareil, qui m'a fait rêver avec ce film-là. Les deux, j'ai adoré, mais alors le Terminator 2 en l'occurrence. Terminator 2, c'est mon film de SF action préféré de tous les temps. Mais de tous les temps. Et celui-là, il va être dur à le détrôner, même s'il y a beaucoup de films à côté que j'adore, du même genre. Mais Terminator 2, c'est une pépite pour moi. Ouais, et puis après c'est pareil, c'est que non seulement le film est une pépite, mais en plus on a grandi avec, c'est-à-dire qu'on a eu aussi toute la pop culture derrière autour de ce film. Mais James Cameron, de toute façon, c'est lui qui a ouvert. On va dire même avec Spielberg aussi, il a ouvert énormément de brèches avec le côté technique, le côté blockbuster. Mais Cameron, ce qu'il a fait avec Terminator, c'est voilà, la pop culture. Pour moi, quand on me dit pop culture, tout de suite, je pense à Terminator. Ouais, ok. Et après, Retour à Futur, et après à Ghostbusters, des trucs comme ça. Okay. Mais en premier lieu, je pense à Terminator. Pour moi, c'est le maître de la pop culture. Ah ouais, je suis d'accord. Il y a tellement de, de phrases, des gimmicks qui ont été repris. Non, il est parfait, ce film. Et puis, pour le coup, moi, je suis contente d'avoir été de cette génération-là. Pareil. De pas l'avoir vu 10-15 ans après, quoi. D'avoir vraiment eu la découverte, déjà, de l'histoire et tout, qui est excellente, mais en même temps, le côté technique, c'est-à-dire de pas le voir, 15-20 ans après, et voir les problèmes d'effets spéciaux. D'ailleurs, je sais même pas s'il y en a, parce que moi je le vois tellement avec mes yeux que j'ai vu quand je l'ai de 12 ans, tu vois. Je sais pas, je suis d'accord. C'est Terminator 2. Ouais. Voilà, il y a pas pareil, je le présente pas, hein. Tout le monde le connaît, ce film. Ouais, c'est clair. Et le troisième, on va aller plus loin dans le temps, on va dire dans les années 2000, et je vais parler de l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Comme je m'y attendais pas du tout. J'en ai parlé dans un... Je vais peut-être dire une bêtise, mais il n'est pas encore sorti, je crois, l'épisode. Au moment où celui-là va sortir, je crois que l'épisode n'est pas sorti. Non, c'était celui de dimanche. Ah si, c'est celui de dimanche. Oui, donc c'est bon.
Donc ouais, du coup, j'en ai parlé dans l'épisode de dimanche, la balade de Narayama, où j'ai conseillé la bande originale du film de Nick Cave et And the Bad Seeds. Non. Il est pas avec son groupe. Warren Ellis. Il est pas avec son groupe. Non, Nick Cave, c'est Nick Cave et Warren Ellis. Ok, d'accord. Et donc voilà, déjà la BO est incroyable, le film est incroyable, de Andrew Dominic, sorti j'ai plus l'année, je crois que c'est 2004. J'ai plus l'année, désolé. On n'est pas allé le voir au cinéma celui-là ensemble? Non, on n'est pas allé le voir ensemble. Ou peut-être plus tard, je sais plus. Enfin bref, passons. Donc c'est un western avec Brad Pitt et Casey Affleck. Et un film de western sur justement la mort de Jesse James. Un putain de film contemplatif avec des paysages incroyables, une bande originale de fou, des acteurs mais excellent, monstrueux. Voilà, mes 3 films préférés: un western, un film de science-fiction d'action et un huis clos de procès. Ouais, voilà. Un film de procès. Un film qui est sorti dans les années 70, je crois. 70 50, je sais plus. Il était pas si vieux que ça, moi, je crois, quand je l'avais vu, je crois qu'il était... Mais ouais. Mais donc, que du bon. 1957, Les 12 hommes en colère. Voilà, c'était mon top 3 de mes films préférés. Et je pourrais en rajouter plein d'autres, mais je vais pas le faire. C'est ça. Moi, ça a été un exercice hyper dur de faire ça. Parce que dur, déjà, ça change tout le temps. Parce que ça change beaucoup avec mes humeurs et mes envies du moment. Donc en fait, je me suis un peu dit, c'est quoi les films qui m'ont bouleversé quand je les ai vus, que j'ai revus plusieurs fois, ou que je pourrais revoir un nombre incalculable de fois en fait, sans que ça ternisse ou que je me lasse du film. Alors j'ai pas mis des films que j'ai pas cité volontairement ces films-là dans mes autres tops, et voilà. J'ai mis La vie est belle de Roberto Benigni. Ok. Parce que c'est pareil, je pense que c'est un film qu'on me présente plus, mais qui est incroyable, qui m'avait vraiment ému, bouleversé quand je l'ai vu. Je l'avais vu en cours en plus, je crois la première fois, et je l'ai revu plusieurs fois depuis. Voilà, donc en plus sur un sujet donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui est particulièrement nécessaire de parler dessus, et qui est très fort. Roberto Benigni mène ça d'une main de maître. J'ai mis La couleur pourpre de Steven Spielberg. Ok. Pareil, toujours dans un truc super joyeux. Je l'ai jamais vu celui-là. Ok, on va régler ça. Jamais vu. Donc ça se passe dans le... Alors je connais. Ouais, je connais l'histoire. Ouais, je connais. Mais c'est pareil. J'ai jamais eu l'occasion de le regarder. Ouais. Les acteurs et les actrices sont excellents. C'est extrêmement bien écrit. C'est horrible et en même temps extrêmement beau et touchant. Il y a un équilibre justement entre la violence qu'il peut y avoir dans ces milieux-là à cette époque-là, et la résilience et l'espoir qu'ils ont. Donc c'est un film magnifique. Et le dernier, ça se bat beaucoup. Donc je vais en mettre un que j'ai pas cité déjà, parce que j'ai cité Three Billboards Outside Ebbing de Martin McDonagh. Et donc je vais mettre à la place. Vous voyez tout à fait ma tentative de pouvoir en mettre 4 dans mon top 3. Voilà. J'ai mis Incendie de Denis Villeneuve. Ah, ok. Donc celui-là c'est pareil, ça a été un gros coup de poing. C'est quand même plus une claque, quoi. C'est que là j'ai pris une droite de je sais plus quel mec de MMA que je pourrais dire, tu vois, qui me mettrait bien KO. C'est la torture psychologique à l'état pur. En plus de la torture physique et tout, mais ce film est bouleversant. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il est... En fait, tout est horrible, et en même temps, malheureusement, tout est complètement plausible, en fait. C'est que c'est pas un truc où tu te dis... donc c'est contexte de guerre aussi, hein, donc prisonniers de guerre, torture et tout. Et donc c'est pas du tout le côté de dire c'est une violence qui n'existe pas, ou c'est une violence qui est extrêmement exceptionnelle, qui va arriver, t'as une chance sur 1 million que ça arrive. C'est que malheureusement c'est le quotidien de plein de gens, en fait.
Et voilà, donc c'est un film qui m'a bien mis HS. Ah bah il m'a mis, il m'a fait un German suplex, là, il m'a mis au sol et il m'a dit maintenant tu bouges pas. Ah, faut avoir le cœur accroché. Ouais, franchement. Si vous voulez le voir, regardez les trigger warnings parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Faut faire attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ouais, parce que juste sur la. Alors j'ai pas souvenir qu'il était très. Pour moi, graphique. Il est pas graphique. Ou très peu. Non, mais par contre, le hors-champ, il te glace le sang. Mais vraiment, quoi. Ouais, non, c'est vraiment choquant. C'est choquant et bouleversant. Très bon top. Voilà. Très joyeux comme top, hein, parce que les 4, ils sont... Ouais, là, en tout cas, si je comprends bien, t'es en déprime. C'est ça? Bah, disons que ça reste dans l'idée que mon genre préféré, c'est le drame, quoi. Ouais, tu vois. ouais. Ça, c'est... T'es un peu brosson, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. On dirait pas comme ça, hein, mais... Bah, en fait, c'est ce que je disais aussi au début, le côté de... m'attacher à des personnages et vraiment être en empathie avec eux et ressentir leurs émotions. Bah, en fait, le drame, c'est ce qui t'amène les choses les plus fortes pour moi, à mon sens. Tu vois, c'est vraiment, ça te met à nu, ça te voilà, ça va te prendre aux tripes et ça t'amène à des situations où soit c'est des gens des émotions très fortes qui existent pas, dans le sens où dans des situations qui existent pas, mais où justement on arrive à mettre dessus des émotions humaines et que tout le monde peut expérimenter. Ou à l'inverse, ça te fait découvrir des situations réelles et qui sont très difficiles, quoi. Ouais. Bah après, faut aimer ça, quoi. Ouais. Faut aimer de se mettre dans des situations. Bah, c'est pour ça que je contrebalance avec mes films de Noël. Et les tu films vois, romantiques. voilà, parce que au moins après, t'as un équilibre psychologique. C'est comme les films d'horreur, en fait. Quand tu regardes un film d'horreur, tu sais à quoi t'attendre, tu sais que tu vas avoir peur, tu sais que tu peux frissonner. Et le drame, c'est pareil. Hein. Tu sais que tu vas avoir mal, quoi. Tu sais que tu vas avoir mal selon le contexte du film ou selon. Puis au moins j'ai le dénouement. Si je pleure, c'est dans la suite logique, quoi, tu vois. Oui, mais bon, après tu pleures un peu sur tout aussi. C'est pour ça, tu vois. Là au moins on peut pas dire genre ouais, mais bon t'es bah non, c'est normal. Regarde ce qui se passe. Ouais. Non, je n'aime pas le drame juste pour avoir une excuse pour chialer dans des films. Mais voilà. Non, mais c'est très bon top. Je plus sois. Tant mieux. Je pouce bleu, je cloche et je m'abonne. Abonne-toi. Ensuite, sur quoi on doit passer? Sur le top 3 des réalisateurs. Ouais. Ouais, c'est ça. Comme ça va vous donner un peu de ce qu'on aime chez une personne, est-ce qu'on a platiné ou pas. Ouais, alors ça pareil, ça a été assez dur parce que il y avait le côté il y a quand même des réalisateurs où les films que j'ai vus, je les adore, mais j'ai pas vu toute leur filmographie. Tu vois, notamment Roberto Benigni, j'ai adoré La Vie est belle et vraiment pour moi c'est mon top 1, mais j'ai pas vu toute sa filmographie. Ouais, c'est ça. Je crois que j'en ai vu un ou deux autres de lui qui est sorti après La Vie est belle. Mais voilà, tu vois, c'est des trucs où ça a été, on va dire, facile et difficile. Dans le sens facile parce qu'il y en avait, je pense que tu sais lesquels j'ai mis, mais voilà, et après difficile parce que des fois je me dis mais en fait en gros ça peut pas être mon réalisateur préféré si j'ai pas tout vu en fait. Mais bon, après malheureusement mais je comprends parce que moi par exemple j'ai pas mis des réalisateurs comme Scorsese parce que j'ai pas tout vu. Ouais, c'est ça. Moi Scorsese j'ai vraiment adoré, j'ai platiné Scorsese, on va dire jusqu'à Casino. Ouais. Casino, Les Affranchis, là j'ai platiné, tu vois, tout ce qu'il y avait avant. Après j'ai un peu décroché sur son cinéma, il y avait des choses qui m'attiraient beaucoup moins. Les derniers films je les ai pas vus de Scorsese, comme The Irishman, tout ça, donc j'ai pas vu, donc c'est un réalisateur que j'adore énormément. Mais il y a beaucoup de films que j'ai pas vus, surtout récents, surtout dans les années 2010 à aujourd'hui. J'ai pas tout vu du papy Scorsese, donc je l'ai pas mis dans mon top. Les Spielberg, c'est pareil. Ouais. Parce que Spielberg, on va dire que il y a beaucoup de... Spielberg, il a une grande filmographie. Ouais, c'est ça. Puis après, il y a aussi des choses... Il y a du très moyen. Varié. Il y a quelques mauvais aussi. Faut pas se le cacher. Moi, genre Amistad, qu'est-ce que je peux dire La Guerre des Mondes, j'ai pas trop aimé. Ouais, moi non plus. J'ai pas trop aimé. Faudrait que je le revoie parce qu'apparemment c'est vraiment un film important dans la filmographie de Spielberg. Il y a quelques films de Spielberg où il m'en manque aussi, Les Couleurs pourpres, tu l'as dit. Ouais. Je l'ai pas vu.
Donc j'ai pas pu mettre Spielberg, même si c'est ça. C'est le tonton qui m'a fait rentrer dans le cinéma quand même, tu vois. C'est des réalisateurs qui ont été marquants pour nous parce qu'on est sur une génération où eux étaient dans leur pic aussi de carrière. Mais moi je pense notamment aussi de mon côté à Almodovar. En fait, j'adore les films que j'ai vus de lui, mais en fait il a aussi une filmographie tellement grande que j'ai pas tout vu, et il a aussi des choses très variées, et donc après il y a pas tout qui va me correspondre. C'est ça. Et c'est pas facile de les mettre dans les tops quand t'as pas vu tout. C'est ça en fait. Et je comprends. Moi c'est pareil, il y en a plein que j'ai pas mis. Tu vois, par exemple Michael Mann, je l'ai pas mis. Pour moi, il est dans mon top 3 de cœur, parce que Michael Mann, j'adore Hit, j'adore Ali, j'adore Collatéral. Ouais. J'en passe, tu vois, j'adore le cinéma de Michael Mann, mais il m'en manque. Il m'en manque 2 ou 3 peut-être. Miami Vice, j'adore. Ouais. Même si il a été complètement conspué, il a été complètement ratatiné. Moi, j'adore. Moi, je l'ai vu, j'ai souvenir d'avoir un bon souvenir, de genre avoir passé un bon moment, mais par contre, je crois que je pourrais pas te dire exactement ce qui se passe dans le film, quoi. Je crois qu'il y a un truc de drogue, là, c'est pas un truc oui, c'est ça, de flic à Miami, de toute façon. Oui. Après, la série, la vieille série, là, moi, la série, j'en ai bouffé avec les parents, donc je suis assez calé. Tu vois, Michael Mann, ça me fait mal au cœur, je l'ai pas mis, mais même si, voilà, ça reste un réalisateur que j'apprécie énormément, je l'ai pas mis. Donc voilà. Après, je pense que clairement, c'est aussi des trucs où ça va évoluer au fil des ans, en fait. C'est en fonction de ce qu'on regarde. Ouais, je pense que, tu vois, on va continuer à regarder tu vois, par exemple, les Michael Mann qui me manquent, on va dire que c'est ses premiers souvent. Je vais les regarder. Et peut-être que justement, ça va me conforter dans l'idée, Michael Mann, c'est ton réalisateur préféré. Ouais. Il fait partie de tes préférés. Tu dois le mettre en haut. Ouais. Mais là, pour le moment, je peux pas parce que il y a des manques et je l'ai pas platiné. Ouais. Donc voilà, il faut que je continue à jouer. Ouais, c'est ça. Et puis surtout que je bascule tout de suite sur les réalisateurs préférés. Ça a été compliqué parce que dans les réalisateurs que je préfère, il y a beaucoup de réalisateurs asiatiques. Ouais, c'est ça aussi. Moi, c'est pareil. Je veux dire, j'en aurais mis quelques-uns. Ouais, de toute façon, tu le sais, hein, moi, mon top 1, c'est Kitano. J'ai pas pu le mettre dans le top. Donc, il fallait que je me rattache à d'autres. Donc, il y a Park Chan-wook. Ouais, c'est ça. Moi, je l'aurais bien mis, lui. Tu vois, si on devait tout mélanger, pour moi, il y a Kitano et Park Chan-wook en première et deuxième position. Ouais, tu vois, et puis même sur des genres différents, moi, un truc tout bête, mais il y a Miyazaki aussi, quoi. Ouais, tu vois, je veux dire, moi, j'ai construit aussi beaucoup. C'est vrai, parce que je pensais pas aux animations, mais c'est vrai que du cinéma aussi. Avec les studios Ghibli et tout, donc. Techniquement, c'est mon top 3, en fait, il est là. Voilà. Mais, aujourd'hui, on parle pas du cinéma asiatique. Voilà. Donc, on a tous les deux versé notre petite larme, et on s'est dit, bon, allez, hop. 3 réalisateurs que t'as platiné et que t'aimes bien. Tarantino. Oui. Forcément. Hein. Après, le truc, c'est qu'ils sont presque platinés. Donc, il y a Christopher Nolan aussi. Le seul qui me manque, c'est Oppenheimer. J'ai pas pu voir quand il est sorti cet été. Voilà. Et après, j'ai mis Denis Villeneuve. Ok. Voilà. Donc, Denis Villeneuve, que j'ai pas platiné non plus, mais il m'en manque, je crois, 2. Chose comme ça. Ok. Moi, ça va être rapide aussi, hein, parce que du coup, moi, il y a Tarantino, il y a Nolan, et le 3e, c'est Refn. Ouais. Parce que je suis fan de la trilogie Pusher. Ouais. Je suis fan de Drive. Et oui, je suis ce genre de personne qui adore Drive. Et je vous emmerde, pardon. Parce que je sais que ce film-là, dès que j'en parle autour de moi, non, moi, ça on me regarde avec des yeux bizarres. À part peut-être une connaissance, mon yop, on va dire, qui lui aussi est fan de ce film-là. Et non, Refn, moi, je suis fan. Je suis fan de Bronson. Je suis fan. Même Only God Forgives, je sauve des choses. Des choses. Il y a des choses que j'adore. Neon Demon, j'adore. Ouais, puis il a aussi une capacité à traiter des sujets de manière complètement originale. Donc après, que t'adhères ou que t'adhères pas, c'est une question. Je comprends parfaitement les gens qui détestent Refn. Je comprends parfaitement. Très particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un talent artistique derrière qui fait qu'il est capable de traiter un sujet de manière hyper originale dans une époque où on te brasse des reboots et des suites et des trucs à foison parce que t'as l'impression qu'il y a un manque d'inspiration énorme. Et lui arrive à te faire des choses nouvelles et en plus sur un
une façon de réaliser et une façon de d'écrire une histoire qui est propre à lui en fait. Et le mec, faut pas oublier qu'il a fait un chef-d'œuvre avec, c'est subjectif, hein. Il a fait un chef-d'œuvre avec Drive alors que c'est tiré d'une nouvelle qui est toute pourrie. Franchement, ça m'arrive très très rarement de pas finir un livre. C'est-à-dire que même, tu te souviens, j'ai fini Les Piliers de la Terre, j'ai fini The Wanderers où j'ai lutté comme pas possible alors qu'il y avait 1000 pages, quoi. Et la nouvelle, je l'ai arrêtée. Parce qu'en fait, elle me pourrissait mon image de Drive, en fait. Ouais, je comprends. Parce que moi, je l'ai terminé parce que je voulais voir jusqu'où ça allait dans comment dire, la comparaison entre les deux. Mais c'est tout naze. C'est tout naze. Et Refn a réussi à... Ouais, il a fait un truc de fou. Moi, Drive, c'est excellent. Donc voilà, donc oui, après, Tarantino, je le présente pas. Hein. C'est ça. Voilà, Tarantino, il est tout en haut. Hein. Moi, je suis fan de Tarantino, je suis fan de tous ses films. Donc voilà, quoi. Allez, on lance un petit jeu là, entre nous. Vas-y. Là, tout de suite, ton Tarantino préféré. Je peux pas. Tout de suite, là. Le premier qui te passe par la tête. Reservoir Dogs. Ok. Et toi? Les 8 salopards. Je suis fan de ce film. Ouais. Je suis fan de ce film. Mais moi, tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que Tarantino, il y a le côté où à chaque fois je me dis ah ouais, c'est celui-là mon préféré, c'est celui-là. Celui-là, il est en dessous des autres. Et en fait, je le regarde et je sais mais comment j'ai pu le mettre en dessous des autres, non, c'est pas facile, tu comprends. Et parce qu'ils sont aussi hyper différents en fait. C'est que ils vont forcément amener plein de choses différentes. Ah non, c'est Ton Nolan préféré? Ça, je sais, c'est Interstellar. Interstellar. Ouais. Okay. Après, Interstellar pour tout, Interstellar. Mais après, Memento, c'est le premier Nolan que j'ai vu. Et c'est le seul film de tous les films que j'ai vus qui me fait autant réfléchir et qui me permet de revoir le film comme si je l'avais jamais vu. Oui, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Non, mais c'est ça. Mais c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que tu peux revoir le film. J'ai dû le voir, je pense, une dizaine de fois. Et j'arrive à le revoir en me disant, ok, bon, là, on va faire le truc. Et j'ai exactement les mêmes sensations et les mêmes réflexions que si je le voyais pour la première fois. Donc, mais c'est voulu. Fou, quoi. Non, mais c'est complètement voulu, mais c'est quand même impressionnant. C'est que le film est pas gâché alors que tu le vois 50 fois, quoi. Puis ouais. Mais pour revenir sur les... D'ailleurs, toi, je t'ai pas dit pour Nolan. Pour Nolan, Le Prestige. Ouais, je m'en doutais. Ouais, j'allais dire, pour revenir sur les réalisateurs et tout, il y a des nouveaux qui arrivent, quoi, ou du moins des où on a qu'on suit et qui étaient difficiles à pas mettre dedans, type Jordan Peele. Jordan Peele, moi je suis fan aussi. Ouais, même si pareil, il est conspué aussi. Ouais, mais bon, ça s'en fout. Soit je m'en tape, mais Jordan Peele, je suis fan. Et moi, pour le coup, Robert tu vois, c'est je suis fan. un que j'ai envie de voir beaucoup de ses autres films. C'est Ari Aster. Oui, j'ai pris une des claques immenses avec Hérédité. Ouais. Donc j'ai très envie de voir les autres films. Et ouais, donc tu vois, c'est le problème, c'est que si je me dis bon bah je vais mettre Ari Aster parce que j'ai adoré toute sa façon dont de filmer pour Hérédité, mais j'ai vu un film de sa filmographie, donc je peux pas. C'est trop tôt. Je pense que il ferait peut-être partie d'un top dans un futur proche, mais c'est trop tôt encore. C'est beaucoup trop tôt la place aux papis, aux anciens. C'est ça. Mais comme je te dis, c'est des tops qui vont bouger. Oui, bien sûr. Après, ouais, c'est ça. De toute façon, faire un top réalisateur, c'est vrai que c'est compliqué parce que il y en a énormément. Ouais. Et il y a, pour chaque réalisateur, il y a forcément un chef-d'œuvre. Mais après, il y a beaucoup de films non vus ou pas trop appréciés. Ouais. Donc voilà, moi, ce que j'ai sorti, c'est vraiment, on va dire, les réalisateurs que j'ai platinés et les réalisateurs où dans leur filmographie, j'apprécie la majorité de leurs films. Ouais, c'est même j'apprécie tous leurs films. Ouais. Même de Refn. Comme je dis, moi, Refn, j'adhère à son côté mélancolique, dépressif. Je suis complètement zinzin. Ouais, c'est... Moi, j'adore. Non, moi, je suis fan. Donc voilà, les réalisateurs préférés. Yes. Qu'est-ce qu'on a... Tu lances le sujet suivant? Ouais, alors après, je crois qu'à ce moment-là, on a fait les listes un peu différemment. Alors, je sais pas si on a le même sujet. Vas-y, c'est pas grave, de toute façon. Moi, ce que j'ai à la suite, c'est le film le plus what the fuck ou le plus choquant qu'on ait vu. Bah tiens, justement, moi je vais revenir sur un truc que t'as parlé. Vas-y. Je commence du coup, comme ça c'est fait. Moi, quand tu m'as posé cette question-là, tout de suite j'ai pensé à Villeneuve, justement. Ouais. Parce que Incendie, c'est le film qui m'a... Comme tu as très bien parlé tout à l'heure, le film il est ultra choquant, il est ultra
waouh. Mais j'ai surtout pensé à Enemy. Ouais. Un film what the fuck ces dernières années. Quand j'ai pensé à what the fuck, c'est genre, tu vois, sans penser à un film nanar ou le film Disney, il m'a fait juste un film qui est réalisé proprement, on va dire, avec des convictions et des envies. Ouais. Mais quand t'arrives à la fin, tu dis, bah what the fuck. C'est ça. Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ouais, c'est ça. Donc, film what the fuck, Enemy de Denis Villeneuve. Ouais, je comprends. Pareil, il y a des trucs que tu dis, mais celui-là, Mais je vais pas spoiler la fin parce que... c'est inattendu. Après, je sais pas si c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois pour justement essayer de choper des informations au fur et à mesure, ou si après c'est un film que lui a fait en mode what the fuck complètement, quoi. Il a peut-être voulu se dire, tiens, regarde, je te mets ça, puis tu vas te dire what the fuck, et puis ça va te marquer. Ouais. Parce que tu vas retenir que cette scène-là. Par contre, le film derrière, tu l'oublies. Je sais même plus de quoi parle le film. Je sais même plus où c'est qu'il nous emmène. Mais cette scène de fin, je me suis dit, wesh. C'est ça. T'as fait quoi, là? J'étais pas prêt. Non plus, j'ai pas compris. Donc voilà, film what the fuck, Enemy. Ouais, non, je comprends parfaitement. Alors moi, au film what the fuck, le problème, c'est que j'ai pas retrouvé le titre. Ah ok, c'est original ça. Vas-y, c'est un quiz en fait. Vas-y, dis-moi, je vais le retrouver. Je pense que tu l'auras pas. Ok. Je mets pas en doute ta filmographie, hein. Je dis pas que voilà, ni tes connaissances, mais là j'ai pas fait beaucoup de films, j'ai pas de filmographie moi. Oui. Non, c'est en fait un film d'animation. Un été, j'étais chez mon grand-père et qui habite à Annecy, on a fait le festival d'animation d'Annecy. Et donc j'ai choisi un film d'animation qu'on allait voir et lui en a choisi un. Mm-hmm. Et on a vu un film genre ukrainien ou polonais. Et c'était hyper dérangeant. En fait, c'est l'histoire d'un couple qui pouvait pas avoir d'enfants. Et donc, contexte rural, pauvreté, machin et tout horrible. Donc, le père est au champ et il trouve une souche qui ressemble à un bébé. Mm-hmm. Donc, il le ramène à sa femme pour dire genre... On a un bébé. Voilà. Et elle en prend soin comme un bébé. Et en fait... Ouais, j'ai un bébé, tu l'as la bûche, elle devient vivante. Okay. Et elle commence à bouffer tout ce qu'il y a autour de... Donc au début, elle grandit, tu vois, comme un enfant. Et elle bouffe des trucs, alors que c'est une bûche, quoi, tu vois. Et c'était trop chelou. Et ça m'a perturbée, vraiment. Ouais, pour te dire que j'y pense encore. Et ça m'a tellement perturbée que je ne me souviens plus le film que moi j'ai choisi au festival d'animation. Tu vois, ça a complètement... Okay. C'était complètement taré. J'ai pas compris. Et j'ai essayé de retrouver, donc j'ai tapé dans les programmations du festival d'Annecy ce film, et je ne retrouve pas le titre. Donc voilà. Ah ok, bah moi je connais pas. Et... Tu vois. Mais par contre là, je l'ai remis dans mon what the fuck parce que juste ce que tu m'as raconté, c'est what the fuck. C'était trop chelou. C'est quoi le délire? Et c'était donc c'était filmé avec des acteurs et il y avait juste la souche qui était en animation. Et donc elle grossissait jusqu'à un moment prendre toute une pièce. Ah c'est un mélange. Ouais, c'était un mélange des deux. Donc pareil, alors c'était pas du noir et blanc, mais ça c'était de sépia chelou, tu vois, pour faire un peu crado quoi. Et en fait, la souche devient énorme jusqu'à un moment aspirer toute la baraque, quoi. Tu vois, elle bouffe des gens et tout. Wow, c'était horrible. C'est trop bizarre. C'est spécial. Ok, ouais. Voilà, donc c'était très bizarre. Moi, je suis déjà pas bien là. Non, je te jure, c'était chelou. Et je suis sortie du film, et puis tu sais que mon grand-père avait adoré les trucs, tu vois, russes, un peu pareil la Pologne et tout. Et donc je sais que je savais que je peux pas lui dire, mais pourquoi tu m'as montré ça? Mais c'était pourri en fait, c'était trop bizarre. Et donc tu vois, on en a pas discuté après, on n'a pas débriefé du film. Et donc je suis restée avec ce sentiment de genre, putain, mais j'ai vu quoi là? Ouais, ça arrive ça. C'est trop bizarre. C'est spécial. C'est trop bizarre. Ouais, bah le retrouve pas s'il te plaît. Ah bah si je le retrouve, je le revois pas. Ah ouais, non, c'est ouais. Ok, bah. Film what the fuck, voilà. On les a ramenés. C'est ça. On passe à autre chose. Tiens, ça va être marrant. Je pense que ça va être rapide. Ouais, je pense que ça va être rapide et je pense que ça va être le même. Je pense que ça va être la même chose. Ouais. J'en mettrai un main coupée. Donc, le film ou la saga populaire qu'on n'aime pas. On le dit en même temps. 3, 2, 1, Star Wars. Voilà. Et on s'est pas concerté, hein. C'est vraiment des listes qu'on a fait chacun de notre côté, on s'est pas concerté avant. Ouais. On découvre en fait, bon, même si on se connaît. Ouais, suffisamment pour savoir ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas. Mais ouais, quand on a dit un film populaire qu'on n'aime pas, j'ai dit par Star Wars. C'est ça. Mais il y a plein de films populaires que j'ai pas vus justement parce que j'aime pas trop le cinéma populaire, on va dire.
Mais ouais, dans Bah, pour moi, c'est vraiment la plus grosse. C'est-à-dire qu'après, il y a le cinéma populaire, type des blockbusters, des choses comme ça, mais qui vont pas marquer complètement. Tu vois, genre, je pense au cinéma français, les Tuches, les... Oui, c'est ça, les comédies, les bronzés, ouais, ça, je suis pas du tout calé. Même les blockbusters aujourd'hui, tu sais, avec les gros films d'action, tu sais, genre, les Expendables, les Fast, tout ça, voilà, ça nous touche de loin, quoi. Même si Fast and Furious, j'avais bien aimé les premiers, mais après, voilà, on a complètement décroché. Ou les grandes sagas, la Saw, la truc comme ça, on a vite décroché aussi, tu vois, c'est pas notre genre cinématographique. Mais Star Wars, c'est vraiment... Mais Star Wars, on a essayé. Hein. Ouais. Ah, mais vraiment, on a vraiment essayé. On a été de bonne foi. Hein, mais... Parce que, moi, ça me fait mal de le dire, mais je suis conscient, par exemple, que Star Wars mérite sa popularité. Ouais, parce que... Il y a un lore tout autour de Star Wars qui a le mérite d'exister et qui a le mérite de comment dire, de s'y intéresser. Ouais, mais... et puis il y a aussi une création de monde qui est quand même... Oui, il y a un univers qui est créé, il y a un travail autour, il y a des personnages qui sont aux couleurs, il y a des ultra bien caractérisés, tout ça. Mais non, je n'y arrive pas. Ouais. Star Wars, je n'y arrive pas. Pourtant, j'adore la science-fiction, j'adore les films dans l'espace, mais Star Wars, je ne peux pas. J'ai tout essayé. La prélogie, la première la trilogie, j'ai fait 2 spin-offs. Et j'ai abandonné là. Les 3 derniers films, non. Bah déjà, moi, alors la première trilogie, moi j'ai souvenir, je l'avais eu en cassette. Et donc j'avais un coffret et tout avec les 3 VHS. Les 3 VHS. Et pour le coup, j'aimais bien le premier, le deuxième moins, et le troisième, par contre, je l'ai poncé autour du Jedi. Après, en le revoyant, quand on l'a vu justement plus tard, je le retrouve quand même de gros défauts un peu partout. Et après, par contre, c'est les genre la menace fantôme et les 2 autres là. Ouais, là, c'est quoi, la revanche des Sith. La revanche des Sith. Le 3, il y avait des choses bien. Il y avait des choses bien parce que ouais, c'est une source de Dark Vador, on va dire c'est le fan service en fait que j'ai aimé. Voilà. Ouais. Le fan service dans le 3 que j'ai aimé. Le fait de voir la naissance de Dark Vador, tout ça, la bataille dans le volcan à la fin, avec Obi-Wan, tout ça, j'ai bien aimé. Mais ça s'arrête là, tu vois, ça en fait pas un bon film. Ouais, carrément. Après, oui, c'est vrai que la prélogie, j'ai très peu de souvenirs, mais on va dire quoi, je crois que c'est le 2 que moi j'ai préféré. Mais après, c'est l'Empire contre-attaque. Ouais, je crois que c'est l'Empire contre-attaque que j'ai préféré. Enfin bref, j'ai préféré comme si... voilà quoi, j'ai aimé un épisode de La Patte Patrouille quand je regardais avec les enfants quoi. Ouais. Ça me touche de très loin et j'ai du mal à rentrer dans l'univers, j'ai du mal à, tu vois, même dernièrement on nous a conseillé de regarder Rogue One parce que c'était t'aimes pas Star Wars mais t'inquiète pas, Rogue One tu vas adorer, tu vas machin. Non, je déteste Rogue One. Pourtant c'est pareil, voilà, Star Wars, George Lucas, je lui reconnais énormément de choses d'avoir créé l'univers de ça, mais c'est pas un bon réalisateur. Non. George Lucas, j'ai horreur de son cinéma, je ne peux pas, pour moi c'est pas un bon réalisateur. Gareth Edwards, qui a réalisé Rogue One, j'aime pas beaucoup ses films, à part The Creator que j'ai vu là très récemment au cinéma, que j'ai vraiment adoré. Ce qu'il a fait avec Godzilla, avec Godzilla et avec Rogue One, j'ai pas du tout aimé, même si, pareil, je reconnais qu'il a un sens du gigantisme qui m'impressionne. Mais ça s'arrête là. Ouais, moi ça s'arrête là. Je ne peux pas. Mais puis dans le scénar, il y a R en fait. Dans Rogue One. Si, t'as Donnie Yen aveugle. Je m'en souvenais même plus comment. C'est moi, ça m'avait. T'as eu mal pour Donnie Yen? Ouais, j'ai eu très mal pour Donnie Yen. Ah ouais, j'avais... voilà, non, Ouais, non, Star Wars, c'est compliqué. Pauvre Donnie. Paix à son âme. Ah non, il est encore allez, on va passer à... Ouais, Star Wars, allons, on zappe, c'est bon, je pense d'en parler. Les 3 films qu'on considère comme des classiques, mais qu'on n'a pas vus. Ah, on en fait un chacun pareil. Ouais, alors là, moi, j'ai trié parce que ma liste, elle est grande. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de classiques que j'ai jamais vus. Ouais. Donc... Vas-y, commence avec un. La liste de Schindler. Bah, je l'ai mis aussi. Donc voilà, comme ça on fait court. Je crois que tu l'avais vu, moi. Non, je l'ai pas vu. Avec vu. Ouais, mais moi aussi j'étais persuadé de l'avoir vu. Et en écoutant des podcasts qui parlent de la liste de Schindler, en revoyant des images, des extraits, tout ça,
En fait, je me suis rendu compte que je pense que j'ai vu que des extraits, justement. Ok, d'accord. Et j'ai jamais vu le film. Et en tout cas, là, à l'heure actuelle, là, dans ma tête, je l'ai pas vu. Okay. Peut-être que si on le regarde tous les deux, je vais dire, ah, mais si, je l'ai vu, ouais, tu vois. Après, des fois, t'as des souvenirs de parties du film. Ouais, mais pareil, j'avais souvenir là, mais là, avec le recul, j'ai pas l'impression d'avoir vu. Okay. C'est une impression. Ouais. Donc, je le mets quand même dans la liste parce que pour moi, c'est un classique, il faut que je vois, justement. Ouais, moi, j'ai très envie de le voir. Moi, je vais en dire un autre, Citizen Kane. On l'a pas vu, celui-là. Non, on l'a pas vu. Putain, j'étais persuadée qu'on l'avait regardé. Non, je m'étais endormi devant. Non, Citizen Kane, on l'a pas vu. Ah, je suis sûr, Citizen Kane, j'ai jamais vu. Ok. J'ai dû le voir avec mes parents, mes grands-parents, et j'ai dormi comme une loque. Ouais, tu vois, moi, c'est un film que j'aimerais bien rattraper aussi. Ouais. Il paraît que c'est alors pour le coup, je veux pas dire ce que j'ai dormi tout le film, je veux pas dire ce que c'est, mais il paraît que c'est un très bon film, mais par contre que c'est effectivement lent et long, mais que voilà, bon après Orson Welles, c'est ça. C'est un grand quoi. C'est ça. Donc voilà, Orson Welles, c'est un cinéma que je connais très peu moi. Ouais, pareil. Donc celui-là, j'aimerais bien le voir pour le coup, et pour moi, c'est un des classiques que dans ma cinéphilie qui manque. Okay. Et vraiment parce que celui-là, il est considéré quand même comme un pilier du cinéma. Donc quand j'ai pensé à ça, je me suis dit oui, j'aimerais bien le voir justement parce que celui-là il me manque. Ok, ouais. Et en troisième, non, deuxième pour moi j'ai mis Chantons sous la pluie. Ouais. Ça c'est un film en fait où justement qui est considéré comme un classique et tout, et qui a aussi beaucoup influencé plein d'autres films. Contemporain et que j'ai jamais vu, et donc j'aimerais bien me faire une idée. Moi c'est pareil, je l'ai vu de très loin celui-là. Je l'ai entreaperçu justement à la télé, mais je l'ai jamais regardé en entier, je crois. Ouais. Déjà, ça c'est un film, clairement je sais que ma cousine elle l'a vu énormément de fois avec mon grand-père, mes grands-parents, et en fait nous on l'a jamais vu quand on venait, donc mes parents l'avaient pas et je l'ai jamais vu, puis après c'est le genre de film où j'ai zappé, en fait, si tu veux, pendant 10-15 ans, et puis après, j'ai vu plein de trucs passer dessus, je me suis dit, ah, tiens, celui-là, j'ai jamais vu. C'est vrai que c'est un classique, il faudrait que, même moi, après, c'est vrai que je suis pas fan de comédie musicale en temps normal, mais même si, à chaque fois qu'on le regarde, je suis quand même agréablement surpris. Ouais. Je passe un bon moment souvent, à chaque fois, devant les comédies musicales. Mais c'est pas un genre où je vais me dire, je me fais une comédie musicale. Moi, c'est pas mon genre de prédilection. Mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de voir un classique du genre. Mais je suis d'accord. Tu vois, je le mettrais bien aussi dans ma liste. Chantons sous la pluie. Et moi, mon troisième, j'ai mis Brésil de Terry Gilliam. Ouais, je l'ai pas vu non plus. Et celui-là, c'est pareil, film de science-fiction, grand classique de la science-fiction que j'ai pas vu. Et celui-là, je m'en veux énormément parce que voilà, je pense que si je dois regarder un classique très prochainement, ça sera Brésil. Ouais. Donc voilà, donc moi mes trois, c'est Brésil, Citizen Kane et la liste de Schindler. Ouais, moi mon dernier c'est Le Parrain. Et puis tous les autres derrière, j'en ai vu aucun. Si. Non, on n'a jamais vu. Mais Le Parrain, on l'a en coffret, mais on les a jamais regardés. Parce que toi tu les connaissais par cœur, on les a jamais sortis. Sérieux ? Ouais. Waouh, j'ai honte. Pour toi, de toi ou de moi ? Non, j'ai honte de pas avoir fait. Non, mais en fait, on a ça. Pareil, ça c'est un film que mes parents avaient pas, que c'était pas du tout le genre que ma mère aimait et tout, donc quand on regardait un truc en commun, c'était pas. Puis après, en fait, je les avais pas, ou tu vois, j'ai jamais pensé à les prendre directement. Ouais. Et après, j'ai découvert un peu plus tard aussi toute la culture et la pop culture qu'il y avait autour de ces films-là, et où j'avais très envie de les voir, parce qu'en plus, généralement, les films de mafia, j'aime bien. Et donc dans le je m'en veux, j'aurais dû te faire voir ça. Et bien il y en a plein, je te dis, mais genre Les Affranchis, j'ai jamais vu. Sérieux? C'est une fois en Amérique, j'ai jamais vu. Ça c'est je te dis, j'ai du retard. Waouh, on prépare des soirées là, parce que faut que je te fasse rattraper ça, c'est pas possible. C'est ça. Même Les Affranchis, t'as jamais vu? Non. Ah putain, je te ferai. Et celui-là, pour le coup, j'ai je te ferai voir Les Affranchis avant Les Parrains. Ouais. Parce que non, Les Affranchis. Mais même genre Scarface, la première fois que je l'ai vu, c'était avec toi. Ouais. Tu sais, c'était pas des films qu'on avait, donc. Après, c'est vrai que moi, le film de gangster, c'est le truc que tu regardes à l'adolescence, que t'as bouffé. Ouais, c'est ça. Puis c'était t'as grandi dans la street, forcément. Tu peux regarder des films de gangster. Ouais. Moi, je les ai bouffés personnellement. Ouais, mais tu vois, pour le coup, moi ado, c'était pas du tout déjà des genres que mais je tu vois, je savais pas, tu vois. Pourtant,
voilà, comme on l'a dit avant, on se connaît, machin, mais tu vois, Si, j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que je pense que j'avais peut-être dû dire qu'on les avait matés depuis, quoi. Mais non. Ah, mais ouais. Non, mais là, faut rattraper ça. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste. Ouais. Non, bah, t'as bien fait, parce que justement, moi, je vais le noter, ça. Et on va rattraper ça, ouais. Ok, bah, les 3 classiques. Ouais. Les doudous, là, maintenant, on passe au film doudou. Les films doudou? Ouais, alors par contre, moi, j'ai pas réussi à en faire 3. Hein. Déjà, j'en ai fait 5. Il fallait en faire 3? J'en ai... T'en as mis combien, toi? Bah, j'en ai mis que 2. Oh. Mais vas-y, on va parler... Enfin, j'en ai mis que 2, mais... Après, moi, j'ai un peu triché, parce que j'ai pas mis qu'un film. Bah, après, techniquement, c'est ce que j'allais dire, techniquement, j'ai mis une saga. Ouais. Mais du coup, la même que la mienne. Il y a des chances. Et si je dois rajouter un 3e film, bah, je vais les, t'inquiète pas. Ok. Donc, vas-y, film doudou, c'est quoi film doudou pour toi? Bah, Retour à le futur. Voilà, donc on a les mêmes, la trilogie. C'est ça. Qu'on se mate. Tu vas en choisir un des 3? Un des 3? Ouais. Oh, c'est dur. C'est dur. Oh, putain. Tout de suite, là, comme ça, le 3. Ouais. Parce que j'adore les westerns. Tout simplement. Ouais, je sais. Le 3, j'adore. Le 3. Même si y en a beaucoup qui seront pas d'accord, c'est pas grave. Moi, le 3, j'adore. Et toi? Mon préf, c'est le 2. Le 2, ouais. Non, de toute façon, j'adore la trilogie. Ouais, c'est ça, mais toute la trilogie est excellente, en fait. Donc ça, c'est un truc que tous les ans, généralement, on se fait. D'ailleurs, cette année, on n'a pas encore fait. Cette année, on n'a pas fait, un mois et demi, donc il faut parce qu'on l'a commencé un peu avec les enfants. Ouais. Chaque année, on mettait au moins le premier, déjà. Le premier, le deuxième. On finissait jamais, en fait. Non, mais après, ils décrochaient. Ouais, mais là, je pense que c'est le bon moment, là. Ouais, là, ils seront plus grands. Ouais. Là, c'est le bon moment pour leur faire découvrir ça. Next film doudou. Vas-y, à toi, moi, j'ai mis Clerks. Ok. Pas forcément pour le film en soi, mais aussi pour ce qu'il représente, parce que c'est notre film à nous, entre guillemets. Ouais. Donc ça, c'est le kink. Le film kink. C'est le film où, en gros, donc moi j'ai regardé assez pareil comme mes parents avaient. Donc on a regardé quand j'étais ado. Je l'ai regardé beaucoup avec ma sœur parce qu'elle était fan aussi. Et c'est le film qu'on a montré plusieurs fois et qu'à toutes les personnes à qui on a montré, c'était un flop total. Ouais. Moi, je l'ai montré à personne parce que je sais pas pourquoi. Tu savais? Ouais, nous, on était naïfs encore, tu vois, on s'est dit, je me suis dit, on va prêcher la bonne parole. C'est le genre de film que j'assume pas, tu vois. Parce que je me dis, waouh, celui-là, si je le fais voir, les gens vont me regarder bizarre. Bah ouais, c'est un peu ça, quoi. En plus, tu vois, c'était genre à la fac, donc on était allé chez des copines de fac de ma sœur. Et, on avait montré le film et genre pareil genre le film qui commence en noir et blanc, elles sont toutes regardées genre putain mais c'est quoi cette... et elles ont toutes fini par discuter entre elles et tout. À l'époque il y avait pas trop de téléphone donc c'est pas sur leur téléphone mais c'était un peu le même truc et donc on est sortis, on a fait putain mais pourquoi elles ont pas aimé, c'est quoi cette arnaque. Et donc forcément quand tu m'as dit que non seulement t'avais aimé, que tu l'avais vu, que t'avais aimé et que en plus tu l'avais, c'était bon, je veux dire, t'avais... Même moi, quand tu m'as dit, ouais, Clark, j'aime bien Clark, je fais quoi? Ça existe? C'est ça. J'avais l'impression qu'il y avait un DVD dans le monde, c'est moi qui l'avais. Et c'est ça, c'était... Clark de Kevin Smith, pour ceux qui connaissent pas. Un film en noir et blanc avec... où on voit la première apparition de Jay Silent Bob. Et où on voit un duo de losers. Il y en a un qui tient l'épicerie et l'autre qui tient un vidéoclub. Et ils se retrouvent pour faire des matchs de hockey sur le toit et c'est ça. Et raconter leur life, refaire le monde, parler politique. Voilà, c'est une tranche de vie dans un petit magasin de losers, entre losers et puis non c'est clair que c'est très bon, j'adore. Donc voilà. Et toi? Après moi film doudou en général, comment on appelle ça aussi les films doudou, les films. Bah, t'as Madeleine de Proust, quoi. Le truc où tu reviens toujours et ça te met du baume au cœur. Ah, on parle de Madeleine de Proust? Ouais, ou après, les trucs que t'aimes bien. Ouais, c'est, tu vois, genre les feel good, tu vois, les films feel good, tu vois. Ouais, carrément. Un feel good que j'aime beaucoup, moi, c'est La vie secrète de Walter Mitty. Ouais, il est trop bien, celui-là. Celui-là, c'est le genre de film, tu sais, quand je suis pas bien, en même temps, quand je suis pas bien, je mets des trucs qui me font encore plus de mal. Mais c'est vrai que quand je regarde La vie secrète de Walter Mitty, je sais pas, je me sens bien. J'ai envie de voyager. C'est ça. Mais en plus, moi, ça a été une très belle surprise, ce film-là. Ouais. Tu vois, quand on l'a regardé, j'attendais pas grand-chose. Pareil.
tu vois, malheureusement, c'est très plein de préjugés parce que c'était un peu genre c'est Ben Stiller qui a réalisé. J'aime pas trop les films dans lesquels il joue. Il y en a quelques-uns que j'ai bien aimés, tu vois, mais pas non plus oufissimes. Et voilà, donc c'était un gros préjugé. Et en fait, quand j'ai vu le film, j'ai fait ah ouais, mais putain, c'est un bon film quoi. Et en plus, c'est comme tu dis, c'est un bon feel good. Pour moi, la définition du feel good, c'est La vie secrète de Walter Mitty à 1000%. Il y a pas longtemps, justement, il y a quelqu'un qui a fait en story. Il a demandé donc à sa communauté c'est quoi pour vous le feel good movie. Moi, j'ai mis forcément La vie secrète de Walter Mitty. Il a repartagé en disant mais à 2000% Walter Mitty c'est un feel good movie. Et moi, c'est dès qu'on me parle de feel good movie, je pense tout de suite à ce film. Et c'est vrai qu'en fait, il te fait réfléchir et en même temps, il te le fait de manière. Moi, il me fait voyager ce film. J'adore. Il me fait voyager. Il me pose. Il m'apaise. Il m'apaise. J'adore. Je suis d'accord. C'est un film tout en simplicité, mais voilà, ça. Quand je regarde ça, je suis content. Je me sens bien. Et du coup, non, c'est pas une Madeleine de Proust, mais comme vu que c'est assez récent. Non, mais c'est ça. Voilà. C'est doudou. Pour moi, c'est ça. C'est soit des feel good, soit des trucs où t'y reviens toujours parce que ça te ramène des souvenirs ou des choses comme ça. Moi, c'est ma définition. Ouais, ça me va. À toi? Moi, j'ai mis Harry Potter / Astérix Mission Cléopâtre / Love Actually, parce que pour que ça fasse dans le 3, tu vois. Tu triches. Grave, j'assume. Complètement. C'est donc Harry Potter, la saga complète. Après, si je dois en choisir un, Prisonnier d'Azkaban. Après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien. Non. Après Prisonnier d'Azkaban ou après le reste de ma liste? Après Prisonnier d'Azkaban. Comme ça, après, il n'y a plus rien. Bah après, c'est pas très bon. Enfin, c'est pas très bon. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais après, c'est des doudous parce que c'est Harry Potter, parce que c'est la saga. Et que... C'est vrai que les 3 premiers, c'est incroyable. Mais après, bon, ça c'est mon avis. Mais j'aime beaucoup Harry Potter aussi. Donc, voilà. Après Circussion Cléopâtre parce que c'est le film que je peux revoir 1 million de fois et voilà. J'aurais pu en mettre d'autres derrière dans le même genre. Et Love Actually parce que c'est mon film de Noël. C'est bizarre que t'aies pas mis La Cité de la Peur. En fait c'était Mission Cléopâtre ou La Cité de la Peur. Et j'ai beaucoup hésité entre les deux. Tu vois, je t'ai tendu perche comme ça, tu peux en parler. Merci, c'est gentil. Donc voilà, c'était clairement entre les deux et j'étais dans l'humeur Mission Cléopâtre. Donc c'est pour ça. Mais oui, La Cité de la Peur va à peu près à la même place. Et je le sais très bien. Voilà. Et du coup, tiens, moi je m'étais arrêté là, mais comme t'as triché, je vais triche aussi, et je vais rajouter une autre saga. Vas-y. Et ça sera la saga Rocky. Ouais. Voilà, okay. Parce que Rocky, c'est pareil, pour le coup, c'est ma Madeleine de Proust. Ouais. Mais pour de vrai, je suis fan de Rocky. Toute la saga. Okay. Même s'il y a des petits bas avec Rocky 5. Rocky Balboa que j'aime bien, mais il y a des trucs qui me gênent, enfin voilà. Mais en général, jusqu'à Rocky Balboa, pour moi pour moi c'est la meilleure saga qui existe dans le cinéma. J'adore Rocky, j'adore de temps en temps. Quand je peux me faire du cinéma tout seul, tu l'as vu ou je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, je me fais. Il revient souvent. Des fois quand je me fais la saga Rocky en solo, mais j'adore. Des fois tu sais que tu sais pas quoi regarder et au final tu reviens là-dessus quoi. Ouais. Non, Rocky, moi j'adore. C'est la meilleure histoire d'amour du cinéma. Moi je suis désolé, Rocky et Adrienne, c'est les personnes les plus touchantes. Pour moi c'est l'amour avec un grand A. C'est pas cringe, c'est pas une romance je sais pas comment dire. C'est pas fleur bleue et c'est pas tout rose. Ouais, mais tu vois, c'est deux personnes quand dans le Rocky 1, tu regardes qui est Adrienne et qui est Rocky. Rocky, c'est juste un gros bourrin et cervelé de boxeur qui adore les animaux, et Adrienne, c'est juste une petite nana complètement timide, introvertie, qui travaille dans un pet shop et qui s'occupe de son frère complètement cringe parce que mais les deux se retrouvent et il y a rien normalement il y a rien qui devait les attirer, et ces deux personnes-là restent fidèles l'un à l'autre pendant toute la saga. Ils se tirent vers le haut tous les deux et non, Rocky, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Très bien.
Et c'est tout pour le... Où t'en avais... Non, c'est bon, j'ai déjà triché, moi, je vais pas abuser. Ouais, moi, je dis rien, j'ai rajouté 6 films. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je compte, je compte pas les... J'en mets 8 juste avec Harry Potter. Donc, Je compte pas les Creed dedans, hein, parce que Creed, il y a le 1, le 2, j'aime pas mal. Mais je compte pas dedans, même si Rocky apparaît dans les 2 premiers. Mais je m'arrête vraiment à Rocky Balboa, quoi. C'est vraiment... pour moi, la fin, c'est Rocky Balboa. Tac. Et voilà. Donc du coup, les films doudou, les films feel good, les Madeleine de Proust. Ouais, c'est bon. C'est un peu tout ça. Ouais, c'est ça. Allez, let's go pour la suite. Les films qu'on n'assume pas. Ouais. Ah, j'y ai longtemps réfléchi. Moi aussi. Je suis retombé sur un truc et là je me suis dit, ouais, j'ai trouvé. J'ai trouvé mon nana. Après, moi, c'est pas que je l'assume pas à proprement parler parce que tu le sais et tu vois, je le dis que j'ai bien aimé. Mais c'est plus qu'effectivement, c'est pas des grands films, quoi. C'est quoi? Moi, j'ai mis Save the Last Dance. Ouais. Ah, mais Save the Last Dance, c'est bien. Mais oui, c'est ça, c'est bien. C'est même moi. Et après, j'ai mis, en gros, tous les films de danse, sauf Dirty Dancing, parce que ça, j'aime pas. Ouais. Après, je l'ai vu super tard, donc, tu vois, voilà, je trouve déjà ça un peu chou. Mais ouais, mais tous les films de danse, en fait. C'est-à-dire que moi, tu me mets n'importe quoi, j'en ai regardé plein. Genre là, je suis sûre que je peux m'en trouver sur Netflix, où il n'y a pas de scénar, mais... Street Dancer. Street Dancer, mais il est énorme, Street Dancer. Street Dancer, même, il y en avait un que j'avais regardé plein de fois, c'était Oné, je crois, avec Jessica Alba. Oh oui, je me souviens de ce film-là aussi. Ouais. Voilà, tous les trucs de danse comme ça, là, il y en a plein que j'ai pas vu, par contre, parce que après, j'essaie de regarder d'autres films, donc j'ai pas trop de temps, entre le travail, être une adulte et avoir des responsabilités. Ouais. Mais ouais, non, je peux en mater plein, quoi. Tu me dis demain, on fait toute la saga, tout ce qu'il y a sur Netflix, on regarde que des trucs de danse, il y a pas de problème, quoi. Oh, laisse-moi de préparation quand même, parce que... ça va faire mal. Ouais, ça fait, il faut un minimum de yoga, de prépa. C'est ça. Alors, c'est physique, quoi, mentale. Ouais, et donc, le tien? Moi, je suis allé le chercher très loin. Moi, c'est Mortal Kombat Destruction Finale. Donc, Mortal Kombat 2. Ok. Je suis conscient que c'est un film tout pourri. Ouais, mais après, ça fait partie des nanars que t'aimes parce que c'est des nanars, en fait. Bah, en fait, c'est parce que c'est juste un souvenir de jeunesse. Ouais, en fait, avec mon meilleur pote, c'est devenu notre film culte à nous parce que on est allé dans un cache de notre ville et on a vu la VHS Mortal Kombat Destruction Finale. Nous, on était fans de Mortal Kombat, on jouait à Mortal Kombat, machin. On a vu le premier Mortal Kombat, Christophe Lambert, tout le tralala, tu vois, on avait bien l'impression, on s'est dit, ah ouais, il y a un truc qui marche. Et quand on a vu le 2, nous, on était saucés, on a dit, waouh, le 2 et tout, c'est sûr, il va être trop bien et tout, machin. Et donc, du coup, on l'a vu en occasion, dans un cache, en VHS. Et là, on s'est dit, waouh, il nous faudrait. Moi, je suis rentré chez moi, j'ai taxé 2-3 francs, ça l'époque, 2-3 francs à mes parents. On a foncé là-bas, on a acheté la cassette. C'est devenu notre cassette à nous. Ouais. Notre cassette à nous, on se l'a prêté. Tu vois, chacun son tour, quoi. C'était le tour de garde, tu vois, c'était un tour de garde, c'était une semaine chacun. Ouais. On le gardait, tu vois. Et donc, il y a eu un juge qui a défini la garde alternée ou un truc comme ça? Ouais, non, ça allait loin. Il y avait procès, il y avait tout, il y avait plein de choses. Hein. Et c'était notre film culte à nous. Et c'est nul. Ouais. Les effets spéciaux sont tout pourris. Je crois qu'on les a vus effectivement. Le film n'a ni queue ni tête. C'est en fait le Mortal Kombat 2. C'est le mode arcade du jeu. En fait, t'as fini de te battre contre quelqu'un, bah tu passes au suivant. Ouais. On s'en fout. Il y a pas de transition, il y a pas de lien. On s'en bat les couilles. On met un maximum de personnages, on se tape dessus. Et c'est tout. Le film est nul. Mais pour moi. C'est un film culte parce que avec mon meilleur ami bah ouais, c'est normal. C'est un peu notre enfant illégitime. Et donc voilà, juste pour en fait ce côté souvenir là, et puis c'est vrai que là je le ressors ressorti de ma bouche, mais je pense que depuis cette époque là je l'ai pas sorti une seule fois de ma bouche ce film là. Ouais, tu m'étonnes. Parce que je savais au fond de moi que c'était tout naze quoi. Donc voilà, le film que j'assume pas et puis qu'aujourd'hui j'assume pleinement et que j'en parle, je me confesse. Voilà. Ok. Le suivant, c'est un film qui t'a fait évoluer dans ta cinéphilie. Qui m'a fait évoluer. Donc, on va dire que Jurassic Park m'a fait entrer
on va dire, dans l'univers cinématographique. Et moi, ce qui m'a fait évoluer, on va dire, c'est les premiers Tarantino. Okay, ouais. Réservoir Dogs et Pulp Fiction. C'est moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, je suis fan de cinéma. Ouais. Voilà, okay. c'est là que je me suis dit, le cinéma, il y a du dialogue. Tu peux mettre du dialogue, tu peux mettre des super musiques, tu peux mettre de la violence. Je dis, si le cinéma c'est ça, j'adore le cinéma. Ouais. Donc voilà, moi, simple. Tarantino, Pulp Fiction, Réservoir Dogs, voilà. Très bien. Moi, j'ai mis un film, c'est pas forcément le truc qui m'a dit, genre, j'aime le cinéma, mais c'est plutôt qui m'a fait évoluer dans le fait de plus regarder forcément ce que j'ai à disposition ou de regarder avec mes parents ou des choses comme ça, quoi. Et donc, c'est pas forcément un film, du feu de Dieu, mais que moi, j'avais trouvé très bien. C'est En eau trouble, avec Bruce Willis et Sarah Jessica Parker. Donc, c'est un thriller sur un tueur en série. Je crois que j'ai jamais vu. Si, on l'a vu ensemble, mais il y a super longtemps. En fait, c'est une jeune flic qui arrive dans une station de police, là. Et donc, qui est avec Bruce Willis et un autre flic qui enquête sur des meurtres en série. Et donc c'est un film que j'avais chez mes parents, mais où en fait que j'ai décidé tout seul de voir, en fait. C'est vraiment genre j'ai passé le cap de regarder ce que mes parents voulaient ou regarder ce que la majorité du groupe voulait. Et donc là, c'est un des premiers films que j'ai regardé aussi toute seule. C'est un peu le truc où je me disais, ça y est, je passe une strate, ça devient des films de grands que je vais regarder. Et ça m'a aussi beaucoup amené dans le thriller après. Voilà. Donc, moi, j'en ai des très bons souvenirs du film parce que, il a été entre guillemets important pour moi. Je pense qu'il y a plein de trucs, si je le revois aujourd'hui, où j'aurais des critiques dessus, mais non, franchement, il y a... Ok, ouais, j'essaie de me rappeler, mais j'ai pas de... mais il me semble... Ouais, ça me parle de très loin. Ouais. Ça me parle de très loin. Et c'est un bon thriller. Moi, il était assez prenant et où en plus il y avait le côté où moi j'avais eu c'est un des films où j'avais pas vu venir la fin, en fait, où savoir qui est le tueur ou choses comme ça. Et donc j'avais eu des bonnes surprises. Ok, très bien. Next. Là, on arrive presque à la fin. Là. Ça fait longtemps qu'on parle, purée. Ouais. Wow. En même temps, on savait que ça allait être un hors-série un peu long. Ouais. Donc on a bientôt fini. On est sur l'avant-dernier, entre guillemets. Mais bon, là, on va enchaîner. Ça va être rapide. Les dernières claques que t'as pris au cinéma. Enfin, pas qu'au cinéma. En film. Alors, Hérédité. Ouais. Étonnant, vu que j'en parle tout le temps. Ouais. Get Out. Ok. Donc ces deux films-là, j'ai été réellement tendue dans le film, c'est-à-dire j'avais vraiment les poings serrés, le corps serré, contracté, tellement c'était intense. Et le dernier, c'est The Lighthouse. Ah, je l'ai mis aussi. Je l'ai mis. Voilà. Pareil, où très, j'ai envie de dire fantomatique, même si c'est pas vraiment le terme, mais l'ambiance est très fantomatique, je trouve. Très comment dire, très noir et blanc. Ouais. Non, c'est un grand film. The Lighthouse, c'est vraiment un grand film avec un grand Pattinson, un grand William Dafoe. Ouais, c'était très bien. C'est un très très grand film. Et moi aussi, bon, du coup, moi en claque, il y a The Lighthouse évidemment. Après, il y a Two Billboards. Ouais, j'hésite pas à remettre ceux que j'avais mis dans les autres. Moi j'ai pas voulu en parler justement parce que je voulais en parler un peu plus ici, mais bon, là on a fait le temps, je veux pas enchaîner dessus. Mais Two Billboards, c'est un film que justement je l'ai vu tout seul au cinéma, t'étais pas avec moi. Je me suis pris une claque. Et moi jusqu'au moment où on l'a acheté en Blu-ray pour que je te le fasse voir, j'étais impatient en fait de te le faire voir parce que je savais que tu allais adorer. Two Billboards, c'est incroyable. Et le dernier, j'ai mis The Green Knight. Ouais. The Green Knight, c'est une claque que j'ai pris. Ouais, je vois. Voilà, c'est un film très très spécial, mais. Ouais, mais c'est excellent aussi. Voilà, mais c'est efficace. C'est le genre de cinéma que j'aime beaucoup en général. Mais puis moi, je trouve chercher entre la mythologie, entre de l'original et de la science-fiction. Tu vois, on revient toujours à science-fiction. Ouais, mais tu vois, c'est qu'ils sont vraiment uniques aussi. C'est qu'il y a une authenticité, il y a dans l'écriture et dans la mise en scène qui font que c'est un truc où tu te dis pas,
ok, le film est très bien, mais au final, je l'ai déjà vu avant. Ouais. Là, c'était vraiment des propositions originales où on se dit, ok, C'est clair. on l'a pas vu ailleurs et il y a peu de chances qu'on le revoie ailleurs, Non, en c'est fait. ça. Tu vois. C'est pareil, c'est le genre de film que je l'ai vu la première fois et j'étais impatient, j'étais comme un enfant, je voulais te le faire découvrir à tout prix parce que voilà quoi. Ouais, c'était trop bien. C'est incroyable. Voilà, bah là on arrive sur la fin de l'épisode et on va juste dire le prochain film qu'on a envie de voir. Ouais, est-ce qu'il y a un film que tu as envie de voir là pour les prochains Ouais. Ça fait déjà longtemps que j'ai envie de le voir, c'est Woman Talking, donc c'est traduit ce qu'elles disent. Ouais. C'est avec Frances McDormand, si j'écorche pas trop son nom, qui est dans True Billboard. Et ça a l'air excellent. C'est malheureusement tiré d'une histoire vraie. C'est un drame autour d'une petite communauté rurale où des femmes sont droguées et abusées. Et comme elles sont droguées, elles se souviennent de rien et elles commencent à comprendre qu'il y a des choses qui vont pas et elles commencent à essayer de comment dire, se révolter, pouvoir trouver des preuves, des choses comme ça. Et donc ça a l'air excellent. Ouais, c'est rare, faudra qu'on le mette celui-là. Et toi? Moi, bah c'est pas un film qui est déjà sorti. Justement, il sort mercredi. Ok. Moi, c'est Mars Express de Jérémy Perrin. Ok. Un film d'animation français, donc Cocorico. Premier film français d'ailleurs, on parle dedans. Ah non, toi t'as parlé un peu de... C'était de la peur. Ouais. Mais j'ai mis un peu de chauvinisme dedans. Voilà. Mais oui, donc en plus l'épisode sortira le jour de la sortie de Mars Express. Donc c'est un film d'animation de Jérémy Perrin à qui l'on doit la série Last Man et la série Crisis Young. Ah, je me souviens plus ça. Non, tu l'as pas regardé. Moi, je l'ai vu sur Netflix, c'est complètement barge. C'est waouh, c'est spécial. Mais je pense pas que tu vas aimer. Ouais. Honnêtement, je pense pas. Mais moi, Jérémy Perrin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'adore son style. Et Mars Express, ça m'intrigue énormément. Ouais, l'abondance, c'est trop bien ça. Science-fiction encore une fois. Ouais. Je mens pas. Et enquête policière en film d'animation. Ouais. Non, moi, ça m'intrigue énormément et je pense que j'irai le voir au cinéma parce que c'est le genre de film que je veux soutenir aussi. Ouais, carrément. C'est important. Je vais maintenant payer pour aller voir du Marvel ou du... Non, c'est fini ça. Ouais, et puis après, bon, malheureusement, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais il t'arrive quand même pas si tard que ça sur les plateformes après. Ouais, et donc, c'est un peu... Non, puis tu vois, c'est ce qu'on disait, tu vois, nous on aimait bien. En France, on avait nos petites rituels en famille, tu vois, avec mes frères et sœurs, où on allait se faire une petite toile, un petit blockbuster, un petit Marvel à l'époque, c'était bien, tu vois. Là, aujourd'hui, on n'a plus l'occasion déjà de nous deux d'aller ensemble au cinéma. Ouais, c'est ça, c'est donc compliqué. c'est chacun d'autre côté. Chacun notre tour. Ouais, voilà. D'où le fait que j'ai pas pu voir Oppenheimer. Voilà. Et du coup, moi, ce que je veux faire vivre aujourd'hui, si je veux voir un film tout seul, je vais voir un film que je veux soutenir, un film qui a besoin d'être soutenu aussi. Ouais, carrément. Et là, un film de cinéma d'animation français, là, je vais foncer, je vais pas hésiter. Puis non, moi, j'adore ce que fait Jérémy Perrin. Donc, voilà, Mars Express. Très bien, parfait. Là, j'ai envie de dire, place au jeu. Oui, parce que... Faites vos jeux. Voilà, je vous ai fait une petite intro où on a parlé de faire un petit jeu. Depuis le début du podcast, on avait parlé de ça justement. Ouais. On avait envie de se faire des petits quiz, des petits trucs comme ça. On avait pensé à des jeux différents et on savait pas trop quoi faire. Et là, on a retrouvé dans nos cartons venus Tournoi de France un jeu qui s'appelle Ciné-Party. Ciné-Party. Toute la culture cinématographique des frères Lumière à Gravity, pour vous donner un peu le genre. Donc du coup, le but du jeu, donc c'est des cartes. Chaque carte aura 5 questions. À chaque épisode, donc à partir de celui-ci, chaque épisode en fin d'émission, on prendra une carte et on se posera chacun 5 questions. Et on compte les points. On compte les points et à la fin de la saison, donc la fin de la saison qui va être, on va dire, on définit ça quand, en juillet. Ouais, c'est ça. Parce que nous, après, c'est les vacances aussi, on prend des vacances. On va dire juillet, ça sera la fin de la saison 1. Peut-être juin, hein. Peut-être juin, ouais, c'est parce vrai. Que on part en juillet, donc... Donc juin, on sera définir, à la fin de la saison, on va comptabiliser les points, et on verra qui c'est qui a un grand vainqueur. Voilà, on va faire un grand vainqueur, et puis le perdant aura un gage. Ah non. Que vous choisirez. Oula. Ça peut partir loin, là. Ça peut partir très loin. Et donc du coup, nous, on vous invite à jouer avec nous. Ouais, carrément. Faites-vous une petite feuille ou quoi que ce soit. Répondez sur votre téléphone. Mettez-vous, je sais pas moi, team Kiko, team C,
et vous dites, moi, je réponds aux questions de Kiko, je réponds une question aux questions de C. Faites-vous un petit tableau, un petit machin, puis à la fin de la saison, venez nous poster votre score, pour voir si vous avez fait mieux que nous ou pas. Et puis soyez honnêtes, hein, les gars, parce que moi je vous vois, on vous voit tous. Hein. Et ou même là, à la fin de l'épisode, venez nous dire, moi j'ai pu répondre à telle question, celle-là je savais pas, ou jouez avec nous, quoi. Grave. Donc nous, on va jouer entre nous déjà. On a chacun notre carte et on va se poser des questions. On s'en pose une chacun. Vas-y. On fait 1-1. Attends, je vais prendre une petite feuille pour noter. Mais sur son téléphone, sinon, puis on notera ouais, après. Ouais. Allez, let's go. Je te pose la première. Vas-y. Première question. J'ai le track. Comment appelle-t-on l'étape qui consiste à réenregistrer en studio les dialogues d'un film ? La post-production. C'est pas loin. C'est... Je te laisse encore une chance, allez, je suis gentil. La post-production du son ? Non, c'est la post-synchronisation. Ah, ok, ouais. T'étais pas loin. J'étais pas loin. À toi. Comment s'appellent les deux réalisateurs célèbres qui ont fondé les studios American Zoetrope en 1969 ? Zoetrope, tu dis ? Ouais. Là, comme ça me parle pas. Les Frères Lumière ? Non, 69, 1969. Ah, 69, non, c'est pas les Frères Lumière. Aucune idée. C'est Francis Ford Coppola et George Lucas. Ok, Là, je savais même pas qu'ils étaient potes, quoi, tu vois. Moi, je le savais, mais c'est quoi la maison de production ? American Zoetrope. Les studios American Zoetrope. Waouh, j'en avais aucune idée. Non plus. Ah bah écoute, j'aurais appris quelque chose. Deuxième question pour toi. Donc pour le moment, là, 0-0, c'est bien. C'est possible. Ça se trouve, ce sera ça à la fin, 0-0. De quelle ville Wong Kar-wai a-t-il reconstitué l'atmosphère dans In the Mood for Love ? Hong Kong. Ok. Des années ? En quelle année ? C'est en décennie. Les années 90. Faux. Ah non, je sais pas. Les années 60. Ouais, je l'ai jamais pas du tout, celui-là. Donc ils ont bien insisté sur les années, le Hong Kong des années 60. Ok. Donc toujours 0-0. À toi. Qu'est-ce que l'Atalante qui donne son nom au film de Jean Vigo ? Pourquoi on a joué ? Je sais pas. C'était ton idée ? J'en ai aucune idée. Alors, l'Atalante, ça peut peut-être te donner... Essaye de trouver... l'Atlantide. Ouais, je cherche un truc qui... Tu peux me répéter la question ? Qu'est-ce que l'Atalante, donc c'est quoi, qui donne son nom au film de Jean Vigo ? Il faut que je trouve le titre du film. Non, il faut que tu trouves c'est quoi l'Atalante. L'Atalante, c'est le nom du film. Et c'est aussi un objet, et une chose, et il faut savoir ce que c'est. C'est l'Atlantide, c'est la cité perdue sous les mers. Là. Non, c'est une péniche. Je me suis dit, de l'eau, un bateau, ça aurait pu faire le lien, quoi. Ok. Bon, allez, next pour toi. Alors, je dois te faire deviner un acteur en utilisant 3 mots. Ok. Bombache, félin et anglais. What? Bombache? Wow. Un acteur félin, ok, d'accord. Bombache, félin et anglais. Alors, je vais essayer de trouver un... Est-ce que tu peux me dire à peu près dans quelle décennie on est sur l'acteur pour savoir ce que je dois trouver? Sur la décennie? C'est plutôt récent ou plutôt vieux? Non. On va dire après-guerre. Donc anglais d'après-guerre. Comme ça, je te dis à venir. Putain, j'ai aucune idée. Après, il y en a, je sais pas s'ils sont anglais ou s'ils sont américains. Gene Kelly? Non, c'est Peter Sellers. Ah ouais, ok. Je l'aurais jamais eu. La Panthère Rose. Mais pourquoi? Ah oui, pour le félin, d'accord. Voilà. Ok. Alors moi, je vais te faire découvrir une actrice aussi. Mais c'est vachement moins... Il n'y a pas de nom ou d'adjectif. C'est quelle actrice s'est prénommée Clara, Adèle, Camille et Marguerite. Donc en gros, Clara, Adèle, Camille et Marguerite, si je comprends bien, c'est des prénoms qu'elle a portés dans des films. Dans des films. Une actrice. Une actrice. Quelle décennie à peu près, je suppose aussi. Je dirais gros âge d'or dans les années 90, quoi. Oh, c'est 90. Julia Roberts? Non. Isabella Gianni. Ah, ouais, ok. Non, je l'avais pas.
À toi. Ouais. Non, ça, ouais. Oui, c'est toi qui dois me poser la question. Bon, là, normalement, t'as un point. Ça va être trop facile. Quel jeu télévisé fournit la trame de Slumdog Millionnaire? Qui veut gagner des millions? Ouais. Ouais! Trop facile. Yes! 1-0! Je suis dégoûté. Dans tes dents. Je suis dégoûté. Parce que celui-là, je suis pas sûr que tu l'aies. Ah, merde. Dans quel film une petite fumée blanche donne bien du souci à Michel Piccoli? C'est un film de 2011. Mais, voilà. Je peux te donner le nom du réalisateur si tu veux, parce que clairement, je suis pas sûr que t'aies le nom du film. 2011. C'est un film Piccoli. de Nanni Moretti. Donc, Michel Piccoli, c'est, je pense, un acteur. Ouais. Je vois l'acteur, mais... Et le réalisateur, c'est Nanni Moretti, Non. et il a fait un film en 2011. Non, j'ai jamais vu un C'est film de Nanni Moretti. Abemus Papam. Ouais, ok. Donc, la petite fumée blanche, ça doit être le truc qui est dans les... Merde, je sais pas comment ça s'appelle, là. Le truc qui balance dans les églises, là, où ils font de la fumée pour purifier l'air. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle non plus. Celui-là, tu peux l'avoir aussi. Complétez le titre du film de Rupert Sanders. Blanche-Neige et... Les 7 nains. Non, je savais que t'allais plonger dedans. Eh ben non. Je te l'accepte pas parce que sinon c'est trop facile. Ouais. C'est pas ça. C'est Blanche-Neige et le chasseur. Ah, bah oui. C'est pour ça, il fallait bien retenir le réalisateur. Je le connais. Ok, je l'aurais pas eu avec le réalisateur, donc... Enfin, moi, je l'aurais eu parce que justement, j'ai vu il y a pas longtemps pas mal d'extraits tournés autour de ce film-là, donc Ok. je pensais que t'allais trouver, tu vois. Ouais, pour le coup, j'ai vu le film. Moi, le film, je trouve plutôt pas mal. Mais je connaissais pas du tout le réalisateur. J'avais pas gardé le nom en tête. Voilà. Allez, la dernière pour moi, je vais essayer de sauver l'honneur. Ouais, alors... Je sais pas si tu vas connaître le film, mais tu peux trouver. Retrouvez le titre du film de Radu Milier-Lineau, ou Linéou, je sais pas comment ça se prononce. À tes souhaits. En conjuguant les verbes aller, vivre et devenir. Donc c'est une expression, on va dire. Aller, vivre et devenir. Voilà, en fait, il faut que tu conjugues les verbes pour faire le titre du film. C'est dans le même ordre. C'est dans le même ordre. Donc t'as les deux premiers conjugués et le dernier. Aller, venir. Aller, vivre. Et devenir. Quand je vais te le dire, si je te le dis, tu vas faire ah oui. J'essaie de conjuguer plusieurs trucs et faire un titre. Le dernier, c'est devenir. Ouais. Je suis une légende. C'est pas ça. C'est va-vie et devient. Va-vie. Ah ouais, tout simplement. C'est ça. J'essaie de te dire. Genre, faut juste que tu les conjugues. En fait, tu vas pas forcément connaître le film, mais tu peux le trouver. Ah, mais moi, j'étais pas là-dessus. En fait, j'imaginais un titre avec tous ces mots-là, mais tout conjugué. Enfin, non, j'étais pas du tout là-dedans. Non, c'était très terre à terre. Ah, ok, ouais, bah voilà, 0 pour moi. Ouais, donc 1-0. 1-0. Voilà. Je sauve l'honneur. Ouais. Et vous avez fait combien? Ouais, dites-nous ça dans les prochaines commentaires, stories, sur Instagram, on est toujours au même endroit. La précédente podcast. Donc voilà, on est fatigué. Ouais. Il est tard, ça fait presque 2 heures d'enregistrement. Ouais. Si vous avez tenu jusqu'au bout, merci, franchement c'est cool. Donc là c'était spécial, l'épisode de 2 heures. Ouais, ce sera pas ça à chaque fois, mais c'était plus pour vous donner aussi une idée de nos goûts, de ce qu'on aime, de ce qui nous a influencé et pourquoi on aime autant le cinéma aujourd'hui. Non, puis l'avantage c'est que vous pouvez écouter l'épisode en plusieurs fois. Ouais, y a pas de souci. Après de toute façon les épisodes en général sont beaucoup plus courts. Oui, et puis on s'est justement restreint. On s'est restreint un peu, on reste maintenant sur des 30 minutes, 40 minutes. Et donc plus facile à écouter. Ça va être bien pour tout le monde, pour nous ça nous fera moins de montage et des épisodes moins longs. C'est ça. Et pour vous, à l'écoute, ça sera... sur un trajet de voiture, pendant que vous faites la vaisselle ou la cuisine, c'est un peu de ménage et pouf, on se met un podcast. Voilà. On conclut, il reste 20 secondes pour faire 2 heures. Allez, c'est parti, ciao tout le monde. Ciao tout le monde, merci d'être resté juste ici. Merci beaucoup. Et puis on se revoit bientôt pour hors-série numéro 3. Ouais. Qui sera... Donc, voilà. Petit spoil sur Noël. Voilà. Ce que j'allais dire. On ne sait pas encore de quoi on va parler, mais voilà. Donc décembre, Noël, et puis on se retrouvera... pour un petit hors-série à ce moment-là. Voilà. Ciao, bye bye les gars. Bye.